Sous la chaleur implacable du désert, la route semblait se liquéfier, ondulant sous le soleil de juillet comme une mer de verre fondu. La poussière s'élevait en volutes dorées autour des bottes de Lorraine Martinez, figée au milieu du parking fissuré de ce qui avait autrefois été le Desert Rose Motel. Elle porta une main en visière pour se protéger les yeux et se demanda, non sans amertume, si elle avait enfin perdu la tête. Devant elle, le bâtiment se dressait tel un mirage malade, 2 étages de peinture turquoise écaillée, soulignés de liserés rouille, formant un L autour d'une piscine à sec devenue sanctuaire de poussière et de solitude. Des boules d'herbe sèche s'étaient agglutinées dans les coins, prisonnières du vent. Les fenêtres, tantôt clouées, tantôt béantes, évoquaient les dents manquantes d'un crâne moqueur. Et au-dessus, l'enseigne au néon, jadis promesse de repos pour les voyageurs épuisés, pendait désormais à un seul boulon, oscillant dans la brise brûlante avec un grincement métallique qui vrillait les nerfs. Lot numéro 17. C'est ainsi que l'avait annoncé l'enchérisseur ce matin-là, sa voix grésillant à travers le haut-parleur fatigué du tribunal du comté de Kern. Desert Rose Motel, 473 Highway 62, Copper Valley. Construit en 1963. Bien saisi. Vendu tel quel. Pas de garantie, pas d'inspection. Est-ce que j'entends $1000? Assise parmi des investisseurs en complet gris et des flippers immobiliers bardés de mallettes et d'oreillettes Bluetooth, Lorraine s'était sentie minuscule, déplacée, presque illégitime. 6 mois plus tôt, elle gagnait $65 000 par an comme responsable régionale d'une chaîne de magasins. Elle possédait un appartement confortable à Bakersfield, une Honda Civic fiable, et de quoi envisager de financer les études d'Ellie, son fils. Puis, tout s'était effondré. Une restructuration brutale. 17 magasins fermés. Son poste supprimé. Le chèque de départ, après les honoraires d'avocat et le remboursement des cartes de crédit utilisées pendant 3 mois de chômage, avait fondu comme neige au soleil. Les petits boulots s'étaient enchaînés, serveuse de nuit, caissière, employée de fast-food, vigile improvisée à la station-service du coin où elle avait dû appeler la police à 2 reprises. Pendant ce temps, Ellie, 14 ans à peine, faisait la tournée des journaux à l'aube et vendait du pop-corn les week-ends au cinéma. Mais malgré leurs efforts, les factures s'entassaient, le loyer s'alourdissait, puis vinrent les avis d'expulsion. Ils avaient fini par atterrir à Copper Valley, 2300 habitants, peut-être moins grâce à la bonté de tante Rosa, qui leur avait offert une chambre dans sa petite maison fatiguée. Une chambre à peine assez grande pour un matelas et une commode, Ellie dormait sur le canapé sans se plaindre. Lorraine, elle, servait des pancakes et du café tiède au dîner de Main Street, rêvant d'un jour où elle reprendrait le contrôle de sa vie. Quand elle avait vu l'annonce de la vente du Desert Rose Motel, quelque chose avait recommencé à battre dans sa poitrine, une étincelle d'espoir, aussi fragile que tenace. Le terrain faisait 3 acres, situé juste sur la grande route. Oui, le bâtiment tombait en ruine mais les prix grimpaient lentement dans la région, les retraités des grandes villes cherchant des coins plus abordables. Si elle parvenait à retaper ce motel, à lui redonner un charme vintage, elle pourrait peut-être en tirer 30 000, 40 000, voire $50 000. Assez pour repartir à zéro. $1000, avait répété l'enchérisseur. Silence. Les investisseurs savaient, eux. Ils connaissaient la rumeur qui collait au Desert Rose. Alors, d'une voix presque lasse, l'homme avait relancé, 500 ? Et la main de Lorraine s'était levée avant qu'elle ne puisse se retenir. 500 à la dame du fond. 6 cents ? Non. Une fois, 2 fois, adjugé, vendu pour 5 cents à l'enchérisseuse numéro 23. En signant les papiers, la greffière, une femme d'une 60aine d'années, au regard compatissant, s'était penchée vers elle. « Ma chérie, vous savez pour cet endroit, n'est-ce pas ? C'est une saisie, oui. Je sais qu'il y a des travaux à faire. » Des travaux ? La femme avait soupiré. Il faut plus que ça. Faites attention surtout à la chambre 7. Si vous êtes futé, vous n'y mettrez jamais les pieds. Lorraine avait ri, nerveusement, remercié, et quitté le tribunal, le titre de propriété à la main. 3 acres de désert, un motel condamné, et un rêve délirant d'avenir. L'euphorie avait duré jusqu'à ce qu'elle voie l'endroit de ses propres yeux. À présent, face aux façades éventrées, le doute l'envahissait comme une marée glacée. Maman ? Elle se retourna. Ellie descendait de la camionnette déglinguée prêtée par tante Rosa à un vieux Ford F-150 qui toussait plus qu'il ne roulait. Le garçon, tout en bras maigres et genoux écorchés, avait grandi trop vite, ses jeans lui arrivaient déjà aux chevilles. « Ouais, bébé ?
C'est super flippant ici. Genre, film d'horreur flippant. Lorraine tenta un sourire forcé. C'est pas flippant, c'est plein de caractère. De bons os, comme on dit. Elle désigna les bâtiments. On nettoie, on repeint, on répare le toit, et dans 6 mois, on revend. Promis. Ellie leva un sourcil sceptique, mais ne répondit rien. Il était habitué aux rêves fragiles de sa mère. En silence, il alla chercher la boîte à outils à l'arrière du pick-up et la suivit vers le bâtiment principal. La porte du bureau pendait de travers, le verre brisé depuis des décennies. À l'intérieur, le temps s'était figé. Un comptoir en bois gonflé d'humidité, un registre jauni ouvert sur une page datée de décembre 1987, et derrière, une paroi de cases en laiton contenant encore des clés ternies. L'air sentait la poussière, la rouille et la solitude. Ellie effleura le comptoir, son doigt ressortit noir. Personne n'est venu ici depuis, toujours. Tant mieux, répondit Lorraine en prenant des photos avec son téléphone. Au moins, ça n'a pas été saccagé. On a connu pire. Ils passèrent la prochaine heure à explorer les lieux. Les chambres, pour la plupart, étaient restées étonnamment intactes, fermées de l'extérieur. Des couvertures rongées, des lampes renversées, mais aussi des traces d'une vie suspendue, une valise ouverte sur un lit, un magazine de 1986, un tube de rouge à lèvres encore sur la coiffeuse. Le soleil déclinait lentement derrière les montagnes, projetant sur le motel des ombres allongées qui semblaient ramper le long des murs. Le silence du désert n'était brisé que par le grincement régulier de l'enseigne et le battement sec d'une porte battante quelque part au fond du couloir. Ellie s'arrêta devant une porte entr'ouverte, le numéro à moitié effacé, 7. C'est celle dont la dame parlait, non? Lorraine sentit un frisson lui remonter l'échine, sans trop savoir pourquoi. Probablement. On vérifiera demain. Il commence à faire nuit. Mais Ellie, curieux, poussa doucement la porte. Une odeur de poussière et de métal s'en échappa, froide, presque électrique. La lumière orangée du couchant effleura les murs, révélant un intérieur figé dans un autre temps, le lit défait, un vieux poste de radio, et sur la table de nuit, un journal en cuir couvert d'une fine couche de sable. Lorraine s'approcha, hésitante. Ses doigts se posèrent sur la couverture craquelée. Quelque chose, au fond d'elle, lui soufflait de ne pas l'ouvrir. Mais la curiosité fut plus forte. Sur la première page, à l'encre délavée. Chambre 7, déserte Rose Motel. Si quelqu'un lit ceci, quittez cet endroit avant la prochaine pleine lune. Le vent souffla brusquement à travers la fenêtre brisée, faisant teinter les vieilles clés encore accrochées au mur du bureau, comme un chœur de voix oubliées. Lorraine referma le journal d'un geste sec et serra Ellie contre elle. On rentre. Maintenant. Le soleil disparut derrière l'horizon, et le désert tout entier sembla retenir son souffle. Leurs intérieurs semblaient figés dans le temps, conservés dans un décor typique des motels des années 1980, couvre-lit orange brûlé, moquette dorée couleur moisson, murs lambrissés de bois, salle de bain au lavabo vert avocat. C'était à la fois hideux et fascinant. Lorraine, appareil photo en main, observa un instant la lampe la plus kitsch qu'elle ait jamais vue, un improbable oiseau auroadruné en céramique et prit un cliché. Ce genre de laideur a retrouvé la cote, songea-t-elle. Les gens appellent ça vintage, rétro, et ils paient cher pour ça. Elle parcourait la galerie du rez-de-chaussée, notant sur son téléphone tout ce qui nécessitait une intervention urgente, fenêtres brisées, dégâts des eaux, fissures dans la structure. Elle dressait déjà une distinction entre l'indispensable et le différable. La piscine devrait être comblée ou totalement rénovée. Le parking, lui, avait besoin d'être refait. La moitié des climatiseurs avaient disparu, sans doute volés pour la ferraille. Mais malgré tout, le projet lui semblait possible, presque prometteur. C'était faisable. Elle pouvait le voir. Ils atteignirent le 2e étage. Devant la porte de la chambre 7, Lorraine s'arrêta. Contrairement aux autres, celle-ci n'était pas verrouillée ni fracturée, simplement entr'ouverte, comme si quelqu'un venait tout juste de sortir et devait revenir d'un instant à l'autre. C'est bizarre, murmura Ellie en restant en retrait. Lorraine posa la main sur la poignée. Elle tourna sans résistance, et la porte s'ouvrit dans un long grincement qui résonna dans le couloir désert. L'obscurité les accueillit. Les fenêtres avaient été soigneusement recouvertes de l'intérieur, non pas de planches, mais de couches épaisses de plastique noir, méticuleusement scotchées pour bloquer le moindre rayon de lumière. Lorraine tâtonna pour trouver l'interrupteur, sans vraiment espérer qu'il fonctionne. Il fonctionna.
Une ampoule solitaire s'alluma au plafond, jetant sur les murs des ombres anguleuses et tremblantes. Waouh, souffla Ellie. La pièce n'avait plus rien d'une chambre, pas de lit, pas de meubles, pas même de moquette. Le sol de béton nu s'étendait froid et gris. Pourtant, l'endroit n'était pas vide. Bien au contraire. Chaque mur, chaque parcelle de surface était recouverte d'écriture. Pas des graffitis vulgaires ni de simples gribouillis. C'étaient des paragraphes entiers, denses, écrits à la main au marqueur noir. L'écriture était serrée, nerveuse, presque fébrile. Des équations mathématiques se mêlaient à des fragments de poésie, des formes géométriques s'enchevêtraient à des dessins étranges, des cartes, des schémas indéchiffrables. Dans un coin, quelqu'un avait tracé un dessin technique détaillé à un circuit électronique, daté, précis, comme s'il provenait d'un vieux manuel d'informatique. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Lorraine, avançant d'un pas. La lumière de son téléphone rejoignit celle de l'ampoule. Elle essaya de déchiffrer les phrases. La plupart semblaient incohérentes, des suites de chiffres entrecoupés de mots dans une langue indéterminée espagnole, portugais peut-être. Par endroits, quelques phrases anglaises surgissaient du chaos. They're listening through the walls. Signal dégradation at 7.3 MHz. Room 7 knows what we did. Un frisson la parcourut. Maman, j'aime pas ça, dit Ellie depuis le seuil. On peut partir, s'il te plaît? Il n'avait pas bougé, incapable de franchir la porte. Lorraine, pourtant, avançait lentement, happée par une fascination morbide. Qui avait fait ça? Et surtout, pourquoi? C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. Le mur du fond, en face de la porte, semblait différent. Le béton y avait une teinte légèrement plus claire, sur une surface rectangulaire d'environ 2 mètres sur 1,50 m, à hauteur de poitrine. Elle s'approcha et frappa du poing. Le son résonna creux pas le bruit plein et solide des autres murs. Il y a quelque chose derrière, souffla-t-elle. Super. Génial. Alors on s'en va, répondit Ellie d'une voix tendue. Mais Lorraine examinait déjà les bords du rectangle. De près, elle vit de minuscules trous rebouchés, quelqu'un avait percé, rempli, puis recouvert la surface. Une cloison rapportée. Une fausse paroi. Mais pour dissimuler quoi? Une ancienne fenêtre? Un espace de rangement? Elle passa la main sur le béton. Une vibration infime parcourut ses doigts si légère qu'elle faillit la manquer. Un bourdonnement, presque imperceptible, semblable à un courant électrique lointain. « Tu sens ça ?» demanda-t-elle. Ellie secoua la tête, toujours sur le pas de la porte. « Je rentre pas là-dedans, maman. » Lorraine posa son oreille contre le mur. Le bourdonnement était bien réel. Régulier, rythmique, presque comme un battement de cœur. Pourtant, ce bâtiment était censé être hors service. L'électricité ne fonctionnait que partiellement, quelques circuits qu'elle avait elle-même rallumés, le bureau, le couloir principal. Le reste devait être mort depuis des années. Alors, d'où venait ce son? Son esprit s'emballa. Peut-être des câbles anciens encore reliés à une source d'énergie souterraine. Ou des conduites métalliques transportant un écho lointain. Peut-être même un vieux système de ventilation oublié. Ou autre chose. Quelque chose que quelqu'un aurait voulu cacher. Maman? La voix d'Ellie tremblait maintenant. Le soleil baisse. On devrait rentrer chez Tante Rose. Il avait raison. La lumière dorée de la fin d'après-midi glissait déjà par la porte ouverte. Ils étaient là depuis des heures, et Lorraine devait être à son service du soir dans 2 heures. Elle soupira, posant une dernière main sur le mur. D'accord. On reviendra demain. Avec des outils. Pourquoi? Demanda Ellie, alors qu'il verrouillait la porte du bureau ou tentait de le faire, la serrure, rongée par la rouille, semblait purement décorative. Parce que c'est à moi, répondit-elle simplement. Et je dois savoir ce qu'il y a ici. Si c'est un problème structurel, un dégât d'eau, de la moisissure, de l'amiante, je dois le signaler avant de vendre. C'était la réponse rationnelle, professionnelle. Mais la vérité, plus intime, était tout autre. Dans cette pièce, face à ce mur vibrant, Lorraine avait ressenti quelque chose qu'elle croyait perdu depuis longtemps, de la curiosité. Un élan de vie. Le pressentiment que, peut-être, son existence allait cesser d'être une simple survie pour redevenir une aventure. Le trajet du retour se déroula dans un silence suspendu.
Le ciel du désert s'enflammait de teintes oranges, violettes et roses, un tableau si splendide qu'il aurait pu faire croire à la beauté, même quand tout semblait s'écrouler. Ellie, épuisée, s'endormit contre la vitre. Lorraine, elle, ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de la chambre 7, les écritures folles sur les murs, le bourdonnement sourd derrière le béton. En entrant dans la petite station-service à l'entrée de la ville, elle coupa le moteur. Le lieu semblait lui aussi figé dans le passé, une enseigne poussiéreuse, Shell, décolorée par le soleil, des pompes aux chiffres mécaniques. Pendant qu'elle faisait le plein, son regard fut attiré par un groupe d'hommes âgés assis devant l'épicerie attenante. 4 vétérans du désert, sans doute, accoudés à des chaises pliantes, jouant au domino, bière tiède à la main. « Excusez-moi, lança-t-elle. Est-ce que l'un de vous connaît quelque chose au Desert Rose Motel ?» L'effet fut immédiat. Les dominos s'immobilisèrent. Les regards se levèrent, lourds d'un mélange d'étonnement et de malaise. Un homme au visage tanné, coiffé d'une casquette jaune d'air, la fixa longuement, entre la pitié et l'inquiétude. « C'est vous qui avez acheté cet endroit ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Aujourd'hui même. » Un silence tomba. Les hommes échangèrent des regards chargés de sous-entendus. Finalement, celui à la barbe blanche, les yeux plissés par le soleil, prit la parole. « Vous avez des enfants ? » ? « Oui. »« Un fils. »« Pourquoi ? » ? « Alors sortez-le de là. » Lorraine sentit un frisson lui parcourir la nuque malgré la chaleur du crépuscule. « Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit ? » L'homme à la casquette secoua la tête lentement. « Plein de choses. Trop de choses. Depuis longtemps. Mais la pire, c'est la chambre 7. » Lorraine sentit son cœur se serrer. « Vous êtes déjà entré dans la chambre 7 ? » « Oui, » répondit l'homme simplement. Et son regard, chargé d'une gravité muette, suffit à glacer le sang de Lorraine. Souffle suspendu, elle comprit que ce qu'elle avait trouvé n'était pas seulement un vieux motel décrépit à restaurer. C'était une énigme. Une cicatrice du désert. Un lieu où le passé n'avait jamais cessé de murmurer. Et, au fond d'elle, malgré la peur, une étincelle venait de renaître, celle de vouloir savoir. Le mur de la chambre 7. Il y avait des inscriptions sur tous les murs. Des mots, des symboles, des fragments de phrases griffonnés à la hâte, comme le journal d'un esprit en plein délire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Lorraine, la voix serrée. Le vieil homme à la barbe grise leva lentement les yeux de sa bière. « C'est Martinez, » répondit-il. « Carlos Martinez. J'espère qu'il n'a aucun lien avec vous. »« Je ne crois pas, » murmura-t-elle. « C'était qui, au juste ? » Un ingénieur venu de Californie, en 1986. Il a pris la chambre 7. Disait qu'il travaillait sur un projet, un truc secret. Il parlait peu, passait des heures seul, à griffonner des schémas sur des serviettes de papier au dîner du coin. Un type bizarre, mais inoffensif. Le vieil homme prit une longue gorgée avant de poursuivre. Et puis, un jour de décembre, le 23 exactement, en 1987, le propriétaire est allé frapper à sa porte. Martinez n'avait pas payé le loyer depuis 2 mois. Quand il est entré, il a trouvé la chambre dans un état. Seigneur. Lorraine sentit un frisson la parcourir. Dans quel état ? Comme si un fou y avait vécu. Il y avait des écritures partout, sur les murs, le sol, le plafond. Et surtout, il avait éventré un des murs. À main nue, paraît-il. Les ongles arrachés, les doigts en sang. Il a percé un trou grand comme ça, dit-il en écartant les mains d'environ 60 cm, puis il l'a rebouché lui-même, avec du béton qu'il aurait mélangé dans la baignoire. Lorraine resta muette un instant. Qu'est-ce qu'il essayait d'atteindre ? Mais elle savait déjà. Personne ne sait, répondit l'homme à la casquette jaune d'air. Le propriétaire a replâtré le tout, verrouillé la chambre, et basta. L'endroit n'a jamais plus été le même. Il est mort en 92, et depuis, le motel a changé plusieurs fois de main. Aucun des nouveaux propriétaires n'a tenu longtemps. Lorraine fronça les sourcils. Pourquoi ? Parce que rien ne fonctionnait, dit sombrement le barbu. Accident, panne d'équipement, incendie. Un type est tombé d'une échelle et s'est brisé la colonne. Un autre a vu son camion partir en flammes, sans raison, sur le parking. C'est maudit, ce motel. Surtout la chambre 7. Lorraine força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux.
Je ne crois pas aux malédictions. Croire ou pas, ça ne change rien, fit l'homme. Si vous voulez mon conseil, rasez tout. Perdez un peu d'argent, mais gagnez la tranquillité. Mais Lorraine n'avait plus cette option. Elle avait déjà signé les papiers, payé les 5 cents. C'était tout ce qu'elle possédait. Ce terrain, ce bâtiment délabré, c'était sa dernière chance, sa seule sortie de ce gouffre où sa vie s'était effondrée. Merci pour l'info, répondit-elle, tâchant de garder sa voix calme. Mais je vais tenter ma chance. Les hommes retournèrent à leur partie de domino, secouant la tête. Lorraine termina de remplir le réservoir de son vieux pick-up et prit la route du retour vers la petite maison de Tante Rose, à la périphérie de Copper Valley. Cette nuit-là, couchée sur le matelas trop mince de la chambre d'amis, tandis qu'Ellie dormait sur le canapé et que la télévision de Tante Rose murmurait à travers les murs, Lorraine ne trouva pas le sommeil. Ses pensées revenaient sans cesse à cette chambre 7. Carlos Martinez. L'homme qui avait brisé du béton à main nue pour atteindre quelque chose caché derrière le mur avant de reboucher soigneusement le trou et de disparaître. Qu'avait-il trouvé? Et qu'est-ce qui avait pu l'effrayer au point d'effacer toute trace de sa découverte? Elle rouvrit les yeux. Était-ce son imagination ou avait-elle réellement entendu ce léger bourdonnement, ce murmure continu qui semblait émaner de la chambre, comme un souffle mécanique derrière la cloison? Lorraine attrapa son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle tapa, Carlos Martinez, ingénieur, Californie, 1986, Desert Rose Motel, Copper Valley, chambre 7, motel maudit. Les résultats étaient maigres, souvent sans rapport, mais au milieu d'un océan de forums et d'articles sensationnalistes, un détail attira son attention, une coupure d'un vieux journal. Le Kern County Register, 3 janvier 1988. Les autorités locales poursuivent leurs recherches pour retrouver Carlos Martinez, 32 ans, aperçu pour la dernière fois au Desert Rose Motel, Copper Valley, aux alentours du 23 décembre. Martinez, ingénieur électricien, ancien employé de la Hugercraft Company, séjournait au motel depuis août. Toute personne détenant des informations est priée de contacter la société Hugercraft Company. Lorraine plissa les yeux. Hugercraft? Un nom familier à un géant de l'industrie de défense, impliqué dans des projets classifiés pendant la guerre froide. Qu'est-ce qu'un ingénieur de haut niveau, travaillant pour une entreprise aussi secrète, pouvait bien fabriquer dans un motel en ruine au milieu du désert? Elle chercha pendant des heures, jusqu'à ce que ses yeux la brûlaient que la batterie du téléphone descende à 5%. Elle le mit à charger, régla son alarme pour le service du matin au restaurant, et tenta de dormir. Cette nuit-là, son esprit dériva dans un rêve étrange, des murs de béton couverts d'une écriture frénétique, et derrière eux, quelque chose de métallique, de vivant, qui vrombissait doucement une chanson patiente, presque hypnotique, attendant d'être découverte. À 5h30, quand le réveil sonna, Lorraine sut ce qu'elle devait faire. Elle allait retourner à la chambre 7. Elle allait briser ce mur. Et découvrir ce que Carlos Martinez avait trouvé. Peut-être que c'était dangereux. Peut-être que c'était insensé. Mais peut-être aussi, que c'était la clé. Une chance de sortir du trou, de recommencer, de comprendre. Une voix plus rationnelle murmura au fond d'elle, « Tu es juste désespéré. Tu t'accroches à des fantômes et des malédictions. » Mais Lorraine avait appris que le désespoir, parfois, était une forme de courage. À l'aube, elle chargea dans son pick-up un marteau-pilon, un pied de biche, une lampe torche puissante et un masque anti-poussière emprunté dans le garage de Tante Rose. Ellie voulut venir, mais elle refusa. « Va à l'école, dit-elle doucement. Ce que je vais faire, je dois le faire seule. » Le désert était encore frais. Le ciel passait du violet pâle à un rose translucide au-dessus des collines. Quand elle arriva au motel, celui-ci paraissait presque paisible. La lumière du matin adoucissait ses angles, masquant la décrépitude. Ce n'était plus un lieu maudit, seulement un vestige d'un rêve américain éteint, un squelette de béton et de poussière que le temps avalait peu à peu. Lorraine monta l'escalier extérieur menant à l'étage. La clé copiait celle du propriétaire d'origine, obtenue la veille au magasin de bricolage. La porte de la chambre 7 était restée entr'ouverte, exactement comme la dernière fois, comme si quelqu'un l'attendait. Elle inspira profondément, remit son masque et alluma la lampe. La pièce, plongée dans une pénombre grise, avait l'air d'un tombeau. Le plastique noir sur les fenêtres bruissait doucement dans le vent. Elle s'approcha du mur suspect. De près, les traces de rebouchage étaient évidentes, le béton irrégulier, granuleux, trahissait un travail fait à la hâte.
On distinguait les sillons laissés par une truelle maladroite. Martinez avait travaillé dans la peur, la panique peut-être. Lorraine leva le marteau. Le premier coup fit vibrer tout son corps. Le fracas résonna longtemps dans la pièce vide, soulevant un nuage de poussière. Une toile d'araignée de fissure s'étendit sur la surface grise. Elle frappa encore. Et encore. Les morceaux commencèrent à tomber, lourds, avec un bruit mat sur le sol. La sueur lui coulait dans le dos malgré la fraîcheur du matin. Au bout de 20 minutes, haletante, elle braqua la lampe dans la cavité qu'elle venait d'ouvrir. Un espace vide apparut derrière le mur. C'était un renfoncement de près d'1,20 m de profondeur, 1 mètre de large, un autre de haut. Et là, fixé directement dans la structure de béton, se trouvait un coffre-fort. Pas un coffre domestique. Un modèle lourd, noir, massif, avec une molette numérotée de 0 à 99 et une poignée en croix. L'acier était piqué de rouille, mais solide. Presque militaire. Le cœur de Lorraine s'emballa. Ce n'était pas un bric-à-brac de bricoleur. Quelqu'un avait installé ce coffre lors de la construction du motel ou peu après et avait tout fait pour qu'il reste invisible. Elle prit plusieurs photos, puis agrandit encore le trou, jusqu'à pouvoir se glisser dans la cavité. Les bords du béton cassé étaient tranchants, elle se faufila avec précaution. De près, le coffre paraissait encore plus ancien. Aucun logo, aucun numéro de série. Juste ce métal sombre, obstinément fermé. Elle passa ses doigts sur la surface froide, se demandant si Carlos Martinez avait eu le temps ou le courage de l'ouvrir. Avait-il trouvé quelque chose? Ou s'était-il arrêté au bord du secret, terrifié par ce qu'il avait entrevu? Lorraine sentit le silence se resserrer autour d'elle. Le motel entier semblait retenir son souffle. Puis, imperceptiblement, elle l'entendit. Le bourdonnement. Faible, régulier, comme un cœur mécanique derrière le métal. Elle recula lentement, le dos heurtant le mur de béton. Son esprit hésitait entre la peur et la fascination. Quelque chose dormait là-dedans depuis près de 40 ans. Et maintenant, c'était elle qui venait de le réveiller. Le secret du Desert Rose. Dans la poussière accumulée sur le métal terni, à peine visible à la lumière, des lettres gravées apparurent sous le cadran. Property of US Government. Lorraine resta immobile un instant, le souffle suspendu. Mon Dieu, murmura-t-elle. Ses doigts tremblants se posèrent sur la poignée du coffre. Elle savait qu'il ne céderait pas, mais tenta quand même. Rien. Le mécanisme resta obstinément figé, verrouillé depuis des décennies. Elle n'avait aucune idée de la combinaison. Elle se redressa, couverte de poussière de ciment, essuya ses jeans et sortit son téléphone. Aucune barre de signal. Les murs épais de la chambre 7 bloquaient tout. Lorraine soupira, sortit sur la coursive du 2e étage, là où l'air chaud du matin circulait encore librement, et composa le seul numéro qui pouvait, peut-être, lui apporter des réponses. La voix familière de sa tante Rosa répondit au 3e appel. Mija? Tu ne devrais pas être au travail dans 1 heure? Rosa, j'ai besoin de te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Le Desert Rose Motel, que sais-tu sur le propriétaire d'origine? Un long silence. Puis un soupir au bout du fil. Pourquoi tu veux savoir ça? Dis-moi juste, s'il te plaît. Rosa finit par céder. Son nom était Harold Brennan. Il est arrivé ici en 1959, a acheté le terrain et a construit le motel 4 ans plus tard. À l'époque, la route principale passait encore par Copper Valley, avant que l'autoroute ne soit construite 20 miles plus au nord. Les gens s'arrêtaient pour la nuit, c'était une belle époque. Le business marchait bien. Brennan était un homme étrange, discret, mais il avait de l'argent. Personne ne savait d'où. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Mort en 1971. Crise cardiaque, paraît-il. On l'a retrouvé sans vie dans le bureau du motel. 48 ans, pas plus. Lorraine sentit un frisson la traverser. 1971 en pleine guerre froide. Et un coffre marqué propriété du gouvernement américain dissimulé derrière un mur. Rosa, tu n'as jamais entendu dire qu'il était mêlé à quelque chose d'illégal? Un nouveau silence, plus lourd. Il y avait des rumeurs, tu sais comment sont les petites villes. Certains disaient qu'il faisait passer des choses par le motel, de la drogue, peut-être, ou des objets volés. Une vieille histoire racontait même qu'il aidait à faire sortir de l'or du pays pendant une crise monétaire.
Mais Lorraine, ce ne sont que des histoires. Des commérages. Tu ne devrais pas. J'ai trouvé un coffre, l'interrompit-elle. Un coffre du gouvernement, caché dans le mur de la chambre 7. Je crois que c'est lui qui l'a mis là. Un murmure étouffé traversa la ligne. Dio mio. Lorraine, fais attention. Si ce coffre appartenait au gouvernement. Alors il est sur ma propriété maintenant, coupa Lorraine, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. Donc, ce qu'il contient m'appartient, non? Je ne crois pas que ça fonctionne comme ça, Mija. C'est dangereux. Je vais me débrouiller. Merci, Rosa. Je dois y aller. Elle raccrocha avant que sa tante n'ait le temps d'ajouter un mot. Le soleil s'élevait lentement, dorant le désert d'une lumière éclatante. Dans quelques heures, la chaleur deviendrait insoutenable, mais pour l'instant, la brise fraîche portait une promesse, celle de la découverte. Lorraine sentit, pour la première fois depuis longtemps, un mince filet d'espoir. Un coffre du gouvernement, caché depuis les années 1960 ou 1970. Qu'y avait-il à l'intérieur? Des documents? De l'argent? Quelque chose de classifié? Peut-être assez précieux pour changer le cours de sa vie. Elle sortit son téléphone et se mit à chercher. Harold Brennan Copper Valley Desert Rose Motel Contrebande d'or Californie 1970. Les résultats s'avérèrent maigres, mais un lien retint son attention, une nécrologie dans les archives du Kern County Register. Harold James Brennan, 48 ans, de Copper Valley, est décédé soudainement le 17 mars 1971. Né à Boston, Massachusetts, M. Brennan a servi dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'exercer diverses fonctions et de fonder le Desert Rose Motel en 1963. Il laisse derrière lui une sœur, résidant dans le Connecticut. Les obsèques auront lieu dans l'intimité. Diverses fonctions, ces mots sonnaient comme une dissimulation. Qu'avait-il vraiment fait avant d'ouvrir le motel? Lorraine regarda sa montre. 7h15. Elle devait être au dîner dans 45 minutes, mais comment pourrait-elle servir du café à des camionneurs alors que le mystère de ce coffre brûlait dans sa tête? Elle prit sa voiture, roula jusqu'en ville et s'arrêta devant le restaurant. À contre-cœur, elle expliqua à son patron qu'elle avait une urgence familiale. Une journée de salaire perdu. Mais tant pis. Elle continua jusqu'à la petite bibliothèque publique de Copper Valley, un bâtiment modeste d'un seul étage, collé au bureau de poste. À l'intérieur, le calme avait quelque chose de sacré. Les rayons sentaient le papier vieilli et la poussière du désert. Derrière le comptoir, Madame Chen, la bibliothécaire, leva la tête de son ordinateur et lui adressa un sourire chaleureux. « Lorraine. J'ai entendu dire que tu avais acheté l'ancien motel. Quelle audace, ma chère. Je cherche des informations sur Harold Brennan, répondit Lorraine sans détour. Le premier propriétaire. Vous avez quelque chose sur lui? Des journaux, des registres? Le sourire de Madame Chen s'effaça lentement. Harold Brennan, voilà un nom qu'on n'entend plus depuis longtemps. Elle se leva, avec la lenteur prudente de ceux qui connaissent chaque marche du plancher, et fit signe à Lorraine de la suivre vers le fond de la salle. Là, contre le mur, une rangée de classeurs métalliques abritait les archives de la ville. Allons voir, murmura-t-elle. Elle ouvrit un tiroir étiqueté 1950-1980, feuilleta des chemises manies et sortit un dossier marqué d'une écriture fine, Desert Rose Motel Brennan. Tenez. Vous pouvez le consulter ici, mais pas l'emporter. Faites attention, certains papiers sont très fragiles. Lorraine s'assit à une table et ouvrit le dossier avec précaution. À l'intérieur, des coupures de journaux jaunis racontaient l'histoire d'une autre époque. L'inauguration du motel en juillet 1963, une photo montrant Brennan coupant un ruban rouge sous un ciel brûlant. L'homme paraissait rigide, presque austère, cheveux noirs plaqués, lunettes à monture métallique, costume 3 pièces incongru dans la chaleur du désert. Venaient ensuite des licences commerciales, quelques relevés fiscaux. Puis, tout au fond, un article qui fit se figer son souffle. Un propriétaire de motel local meurt au cœur d'une enquête fédérale. L'article, daté du 25 mars 1971, 8 jours après la mort de Brennan, provenait d'un petit journal régional. Lorraine le lut, fascinée. Harold Brennan, propriétaire du Desert Rose Motel à Copper Valley, est décédé la semaine dernière d'une crise cardiaque alors qu'il faisait l'objet d'une enquête fédérale. Des sources proches de l'affaire, souhaitant garder l'anonymat,
affirme que Brennan était interrogé pour des violations de change et des activités de contrebande à la fin des années 1960. Des agents fédéraux ont perquisitionné la propriété le 18 mars, sans préciser s'ils avaient trouvé des éléments probants. Un porte-parole du département du Trésor a indiqué que l'enquête se poursuivait malgré le décès de Brennan. Lorraine relut l'article 3 fois. Violation de change. Contrebande. Agents fédéraux. Ils avaient fouillé le motel, mais ils n'avaient pas trouvé le coffre. Celui-ci était resté caché, scellé derrière un mur, pendant plus d'un demi-siècle. Elle sortit son téléphone et photographia chaque document, chaque coupure, chaque note, avant de replacer soigneusement le dossier dans le tiroir. « Vous l'avez connu, Harold Brennan ?» demanda-t-elle à Madame Chen en revenant au comptoir. La vieille femme hocha lentement la tête. Un peu. Il venait lire les journaux, toujours poli, mais distant. Il y avait quelque chose en lui, un poids, un secret peut-être. Quel genre de secret? Madame Chen la fixa longuement, puis répondit d'une voix basse. Le genre qui finit par tuer. Elle posa une main légère sur le bras de Lorraine. Ma chérie, je sais que les temps sont durs pour toi et ton frère, que tu cherches une solution. Mais cette propriété porte une ombre. Tu devrais peut-être vendre, tourner la page avant qu'il ne soit trop tard. Lorraine sentit sa gorge se serrer. Elle pensa à Ellie, à leurs dettes, à cette vie suspendue entre survie et espoir. Elle pensa aussi au coffre, au métal froid, au sceau du gouvernement, à la promesse silencieuse de ce qu'il pouvait contenir. Elle secoua la tête. Je ne peux pas. Pas encore. Pas avant de savoir ce qu'il y a là-dedans. Madame Chen la regarda s'éloigner, l'air soucieux, pendant que Lorraine sortait dans la lumière crue de midi. Le désert s'étendait devant elle, vaste, brûlant, infini. Et quelque part, derrière ce mur fissuré de la chambre 7, un secret vieux de 50 ans attendait d'être réveillé. Elle quitta la bibliothèque le crâne en effervescence, comme si chaque rayon de soleil qui frappait le volant faisait naître une nouvelle théorie. Un coffre-fort gouvernemental. Un propriétaire mort, mêlé à une enquête fédérale pour contrebande. Des histoires de guerre froide, de violation des règles sur les devises, de lingots d'or dissimulés dans des caches improbables. Rosa avait mentionné de l'or, vaguement, en parlant des années 1960 et du début des années 70, une époque où les marchés monétaires internationaux avaient été secoués, où les règles changeaient et où certaines personnes, selon qu'on les jugeait patriotes, criminels ou entrepreneurs, avaient trouvé des moyens de déplacer des richesses à travers des frontières fragiles. Le souvenir se fraya un chemin dans son esprit, les États-Unis avaient quitté les talons or, des restrictions sur la possession d'or avaient été imposées, et partout, des astuces, des trafics, des secrets circulaient. Harold Brennan, cet homme à la carrure usée, dont la réputation flottait entre l'ombre et le respect dans les souvenirs des vieux du coin, avait-il été mêlé à cela? Était-il un trafiquant, ou simplement un homme pris dans une histoire bien plus grande que lui? Les questions tournaient comme des mouches autour d'une lampe. De retour à la chambre 7, elle resta immobile devant le coffre et prit une décision qui lui sembla, à la fois, terriblement sensée et dangereusement imprudente, il fallait l'ouvrir aujourd'hui. Maintenant. Avant que le courage ne s'évapore, avant que quelqu'un d'autre, un passant curieux ou un voleur mieux informé, ne découvre ce que Lorraine venait de trouver par hasard. Elle sortit son téléphone et chercha un serrurier. Copper Valley n'en comptait qu'un seul, Copper Valley Lock & Key. Jerry Martinez. L'annonce était presque trop prosaïque, tous vos besoins en sécurité. Martinez. Un nom familier qui lui renvoya l'écho du nom de l'ingénieur qui, jadis, avait été décrit comme « fou » dans cette même pièce. Probablement une coïncidence, pensa-t-elle, mais un frisson lui monta l'échine. Elle composa le numéro. Au deuxième signal, une voix répondit, sèche, professionnelle. Jerry S. Locksmith. Bonjour, j'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir un coffre, un vieux coffre. Vous pouvez faire ça? Après un échange qui montra son ignorance et sa détermination, la voix rallongea, dépend du coffre. Où vous êtes? Desert Rose Motel, Highway 62. Une pause. L'autre bout de la ligne respirait, évaluait, puis dit, l'ancienne propriété Brennan. Oui, je sais. Je l'ai vue aux enchères. Je ne travaille pas sur cette propriété. Lorraine se sentit écartelée entre la frustration et une espèce d'urgence, pourquoi pas? Je paierai en liquide. On entendit de nouveau la respiration. Combien? Combien tu as? Jerry demanda, presque machinalement.
$200 pour une heure de travail, murmura Lorraine, réalisant que c'était presque 2 jours de salaire au dîner. Une somme qu'elle ne pouvait se permettre. Mais la nécessité d'en savoir plus l'emporta. 300, dit Jerry. Et je me casse dans 1 heure, quoi qu'il arrive. Marché conclu. 20 minutes, répondit-il. Lorraine rangea son téléphone, nettoya la poussière et les débris de béton autour du coffre pour rendre la cavité plus accessible. Chaque geste était mesuré, presque rituel, balayé, gratté, dégagé. Elle se surprit à prêter attention à chaque grain de poussière, comme s'il pouvait, par miracle, révéler une piste. Les pensées revenaient sans cesse à Carlos Martinez, l'ingénieur au dessin griffonné sur des serviettes, à la chambre 7 qui, selon les anciens, avait l'air qu'un fou l'habitait. Avait-il su pour le coffre? Avait-il cherché à l'atteindre? Était-ce pour cela qu'il avait littéralement arraché des pans de mur, s'ouvrant un passage dans le béton à main nue? Ou avait-il trouvé quelque chose d'autre, quelque chose qui l'avait poussé à la folie, puis à la disparition? Une camionnette ralentit sur le parking. Lorraine descendit pour accueillir Jerry. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, la trentaine probablement, les bras couverts de tatouages et une expression teintée de scepticisme. « C'est vous la propriétaire ?» demanda-t-il, pratique. « Oui, j'ai l'acte. » Il haussa un sourcil, prononça le nom Martinez d'une voix neutre. « Vous avez un lien avec Carlos? » « Non. »« Enfin, je ne crois pas. » La réponse de Jerry fut brève, presque coupée. « Carlos était mon oncle. Disparu quand j'étais gamin. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était ici, dans la chambre 7. » Un froid glacial lui remonta au creux de l'estomac. Les mots tombèrent, net, « Je suis désolé. Je ne savais pas. » Il prit sa caisse à outils avec la même détermination qu'un soldat range son équipement. « Allons-y, montrez-moi ce coffre. » Ils montèrent les marches grinçantes et entrèrent dans la pièce. Jerry s'arrêta juste à l'entrée, comme un homme frappé par la vision d'un souvenir qu'il n'avait pas su reconnaître jusqu'à cet instant. Les murs étaient couverts d'une écriture frénétique, des mots griffonnés, des schémas, des phrases arrachées à la raison. « Mon Dieu !» chuchota Théil. « On m'a dit que c'était l'œuvre de mon oncle. » Il s'approcha, lut des fragments, son visage pâlit sous l'effort intérieurement consenti. Il murmurait, comme pour lui-même, il essayait d'avertir. Puis, relevant la tête vers Lorraine, une lueur de danger passa dans ses yeux. « N'ouvrez pas. Ils sauront. La chambre 7 est compromise. » Mais Lorraine le guida vers la cavité, poussé par un mélange d'obstination et de nécessité. Jerry se glissa à l'intérieur, lampe torche à la main, effleurant la surface métallique du coffre, traçant ses doigts sur la rouille et les marques. Lorsqu'il se fit tout d'un coup très immobile, elle sut que quelque chose était arrivé. Il retira son stéthoscope, oui, un stéthoscope que certains serruriers utilisaient pour écouter les tumblers comme s'il l'avait brûlé et recula si vite qu'il heurta la paroi en béton. « Ça va » s'écria Lorraine, reculant elle aussi. « Il faut que je m'en aille, maintenant. » Sa voix tremblait, serrée. « Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vu ?» Mais Jerry rassembla déjà ses outils, le mouvement d'un homme qui prend la fuite. Les mécanismes intérieurs ne sont pas normaux. Il y a des composants supplémentaires qui ne devraient pas être là. Et les gravures, sur la face intérieure de la porte. Il secoua la tête, l'air incrédule. Elle cria, « Attendez », mais il était déjà dans l'escalier, 2 marches à la fois. Lorraine le suivit en courant, haletante, tiraillée entre la peur et une curiosité devenue presque douloureuse. Dans le parking, il jeta sa caisse à outils dans la benne du pick-up et se retourna vers elle, le regard plein d'une certitude sombre. Des symboles d'avertissement. Des symboles de radiation. Et des mots en russe. Il ouvrit la portière, la camionnette rugit, et il cria par-dessus le bruit du moteur, « Peu importe ce qui est dans ce coffre, ce n'est pas de l'or ni de l'argent. C'est dangereux. Les gens ont tué pour des choses pareilles. Mon oncle le savait. C'est pour ça qu'il a disparu. » Puis il partit en trombe, laissant Lorraine seule, enveloppée dans un nuage de poussière qui s'attardait comme une présence maligne. Radiation, mot russe, sécurité de niveau guerre froide. Devait-elle appeler la police? Le FBI? Quelqu'un qui saurait quoi faire face à une découverte qui dépassait manifestement la portée d'une petite ville? Pourtant, au lieu de panique, une étrange sérénité l'envahit. Elle avait mis tant d'efforts pour arriver jusque-là, les visites, l'achat, les longues nuits à imaginer ce qu'elle pourrait faire de ce lieu qu'elle ne pouvait plus reculer.
Ce coffre, qu'il renferme la mort, le trésor ou la clé d'un secret plus vaste, représentait une réponse. La réponse à la mort d'Harold Brennan, la raison pour laquelle Carlos Martinez avait sombré, la justification d'un chemin qui avait, d'une façon inexplicable, conduit sa vie jusqu'à cette chambre et à ce choix. Elle remonta dans la pièce, s'appuya contre l'encadrement de la cavité et regarda le coffre. Il semblait presque bénin sous la lumière vacillante, un cylindre de métal brun, rongé par la rouille, avec un cadran usé. Mais il respirait l'histoire, l'odeur du temps et des secrets. Lorraine prit une inspiration profonde et laissa ses expériences passées de 8 ans en gestion retail qui lui avaient appris la patience logistique, le contrôle des inventaires, le sens des protocoles de sécurité remonter à la surface. Avant cela, elle avait fait de l'inventaire dans un entrepôt. Elle connaissait les systèmes, les marquages, les trappes et les panneaux cachés. Elle se rappela aussi, avec une pointe d'ironie, d'un ex qu'elle avait eu autrefois, un homme obsédé par les coffres, capable de parler pendant des heures des mécanismes de serrurerie et des techniques d'effraction. Il l'ennuyait à mort à l'époque, mais aujourd'hui, ces monologues lui revenaient utiles. Elle se souvenait d'une phrase, les coffres gouvernementaux des années de la guerre froide avaient souvent des panneaux d'accès d'urgence, des portes arrière, des plaques dissimulées, des accès camouflés par des boulons pensés pour permettre l'ouverture si la combinaison était perdue. Ces mécanismes de secours, disait-on, se trouvaient parfois au dos ou au-dessous, cachés sous des plaques fixées. C'était ingénieux et sinistrement prévoyant. Lorraine se mit au travail. Non pas en tant qu'amatrice effrénée, mais comme une femme méthodique, examinée, touchée, écoutée. Elle mit des gants, palpa la base du coffre, tâtonna la paroi arrière, chercha les vis, les plaques soudées. Le geste était précis, presque cérémonie. Les minutes s'étirèrent en heures intérieures. À chaque cliquetis métallique, son cœur faisait un petit saut. Les pensées affluaient les images possibles d'un trésor, d'un dossier top secret, d'un artefact radioactif enveloppé dans des chiffons, de bouts de papier jauni couverts de caractères cyrilliques. Elle sut, au fond de son estomac, que ce qu'elle allait trouver changerait la nature de sa vie à jamais, pas forcément en termes de richesse, mais en termes de vérité. Il y avait, dans ce geste de dévouer sa détermination à percer ce coffre, quelque chose de libérateur et d'effrayant. Elle se demanda si elle était prête à supporter les conséquences. Les secrets, comme les spectres, demandent souvent un prix pour être révélés. L'air dans la chambre semblait plus lourd. Le motel, avec ses néons fatigués et ses couloirs qui retenaient les pas, paraissait, soudain, être le théâtre d'un acte au retentissement plus vaste que sa façade délabrée. Lorraine posa la main sur le métal froid, ferma les yeux, et fit le choix qui la fit se sentir, à la fois, extrêmement vivante et effroyablement vulnérable. Elle continuerait. Elle continuerait, coûte que coûte, à découvrir ce que la guerre froide, la peur, l'avidité et peut-être même la loyauté d'hommes comme Harold Brennan avaient pu enfermer dans cette boîte scellée. Le coffre n'était plus seulement un objet, il était une porte vers une histoire qui réclamait sa voix. Lorraine attrapa sa lampe torche et retourna dans la cavité, le cœur battant à tout rompre. Le coffre-fort était solidement boulonné au sol, mais il y avait juste assez d'espace pour qu'elle puisse y glisser une main. Ses doigts explorèrent la surface froide du métal, cherchant une irrégularité, quelque chose qui trahirait un secret caché. Sous ses doigts, enfin, un détail se distingua, une plaque rectangulaire maintenue par 4 boulons. Chaque tête de vis avait une forme d'étoile, un modèle de sécurité, impossible à ouvrir sans l'outil adéquat. Il lui fallait du matériel, du vrai, pas ces tournevis bon marché qu'elle transportait dans son sac. Elle consulta l'heure. 7h45, le magasin de bricolage de Copper Valley ouvrait à 8h. Elle pouvait y être à temps. Lorraine bondit dans sa voiture et fila à travers la route poussiéreuse, roulant bien au-delà de la limite autorisée. À 7h58, elle se gara devant la boutique et attendit que le propriétaire, un vieil homme nommé Frank, tourne la clé dans la serrure. « Eh bien, mademoiselle Martinez. Qu'est-ce qui vous amène si tôt ?» demanda-t-il, étonné. « J'ai besoin d'un jeu d'embouts de sécurité, ceux avec les têtes en étoile. Et aussi d'une scie sabre, de lames pour métal et de gants de travail. Du costaud. » Frank haussa un sourcil, mais ne posa aucune question. Dans une petite ville comme Copper Valley, on respectait les silences. Il l'aida à rassembler ce dont elle avait besoin, puis elle régla la note. 372 $. Une somme qu'elle ne possédait pas vraiment. Elle grimaça, mais si ce coffre contenait quelque chose de précieux, la dépense en vaudrait la peine. Sur le chemin du retour, le soleil s'élevait déjà, promettant une journée torride.
Lorsqu'elle gara la voiture devant le Desert Rose Motel, quelque chose la fit s'arrêter net. Des traces de pneus, récentes, creusaient la poussière du parking. Pas les siennes, ses empreintes étaient plus larges, plus profondes, laissées par un véhicule plus lourd. Et elle s'arrêtait exactement là où elle avait stationné la veille. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelqu'un était venu ici. Et récemment. Elle scruta les alentours, les fenêtres murées, les ombres épaisses sous les passerelles du deuxième étage. Une impression d'être observée l'envahit, oppressante. Elle porta la main à son téléphone, mais qui appelait? La police? Pour leur dire quoi? Qu'une voiture était passée sur sa propriété? Ridicule. Elle tenta de se raisonner, peut-être un curieux, un adolescent cherchant un endroit pour boire une bière. Rien d'inquiétant. Pourtant, son instinct hurlait le contraire. En montant l'escalier vers la chambre 7, son pas se fit plus rapide. À l'intérieur, tout semblait intact, le trou dans le mur, le coffre, le silence pesant. Lorraine enfila ses gants de travail, choisit le bon embout de sécurité, et se glissa de nouveau dans la cavité. 15 minutes d'effort pénible pour retirer le premier boulon, 20 pour les deux suivants. Le dernier était soudé par la rouille, elle dut sortir la scie sabre et couper à travers le métal. Le cri aigu de la lame résonna dans tout le motel vide, grinçant comme un hurlement dans un tombeau. Enfin, la plaque céda. Derrière se cachait un second mécanisme, une serrure à clé, simple, ancienne, qu'on pouvait forcer. Lorraine inséra un tournevis plat dans la fente, tapa dessus avec le marteau. Chaque coup vibrait jusque dans ses os. Puis, un déclic. La serrure céda. Elle attrapa la poignée du coffre et tira. Rien. Puis, lentement, dans un grincement de ferraille, la porte s'ouvrit. L'intérieur était tapissé de plomb. Elle le comprit à la teinte terne du métal, au poids presque irréel de la porte. Et là, rangés avec soin, s'alignaient des paquets rectangulaires enveloppés dans un tissu gras et ancien. Lorraine en saisit un. L'objet était lourd, dense, de la taille d'une brique. Elle déroula le tissu avec précaution, le cœur battant si fort qu'elle en entendait le martèlement dans ses oreilles. Sous la lampe, un éclat aveuglant, de l'or. Une barre d'or massif, étincelante malgré les décennies passées dans l'obscurité. Des inscriptions marquaient la surface pas en anglais. Des caractères étrangers. Cyrillique. Et un symbole, la faucille et le marteau. De l'or soviétique. Les mains tremblantes, Lorraine compta, 6 barres par rangée, 3 rangées. 24 au total. Chacune pesant probablement 1 kilo, peut-être plus. À ce prix, c'était une fortune, plusieurs centaines de milliers de dollars. Peut-être 1 million. Elle resta figée, incapable de respirer. Harold Brennan, l'ancien propriétaire du motel, avait dissimulé de l'or soviétique ici, au cœur de la guerre froide. Et maintenant, cet or lui appartenait. Un rire nerveux monta dans sa gorge, incontrôlable. Un rire d'incrédulité, presque hystérique. Elle, Lorraine Martinez, avait acheté pour 500 $ un motel délabré et venait d'y découvrir un trésor caché par l'histoire elle-même. Mais le rêve se brisa d'un coup. Un bruit. Un moteur. Elle se figea, le rire étouffé dans sa gorge. Elle se précipita vers la fenêtre et souleva un coin du plastique noir. Dans le parking, un SUV noir venait de se garer. Les plaques étaient gouvernementales. 2 hommes en costume sombre en descendirent, jetant des regards vers le deuxième étage. Vers sa chambre. L'un d'eux sortit son téléphone et passa un appel. Ils savaient. Ils avaient attendu ce moment. Et maintenant, ils savaient qu'elle avait ouvert le coffre. Lorraine sentit le poids de l'or dans sa main, le poids du danger. Fuir? Cacher? Appeler à l'aide? Elle n'avait ni endroit où courir, ni allié à contacter. Seulement le vide brûlant du désert autour d'elle. Elle remit en place la barre d'or dans le coffre, claqua la porte. La serrure était brisée, mais de l'extérieur, rien ne trahirait l'effraction. Elle ramassa en hâte ses outils, les fourra dans son sac, repoussa du pied des morceaux de béton devant la cavité. Les pas métalliques résonnaient déjà sur l'escalier. Elle se posta dans l'embrasure de la porte, essayant de respirer normalement. Quand les 2 hommes apparurent sur la passerelle, elle comprit d'un seul regard qu'ils étaient fédéraux. Costume sombre malgré la chaleur écrasante, lunettes noires, visage fermé, gestes mesurés. « Je peux vous aider, dit-elle, la voix tremblante.
Êtes-vous la propriétaire demanda le plus grand, ton neutre, professionnel. Oui. Lorraine Martinez. J'ai les papiers si vous voulez les voir. Ce ne sera pas nécessaire. Veuillez vous éloigner de cette chambre, madame. Pourquoi? Que se passe-t-il? Le second, plus trapu, répondit. Ce site fait l'objet d'une enquête fédérale. Nous avons juridiction. Lorraine sentit sa colère monter sous la peur. Une enquête? Le propriétaire est mort il y a 50 ans. C'est ma propriété, achetée légalement à une vente du comté. Le grand agent sortit son téléphone et lui montra un document à l'écran. Ordre de saisie fédérale d'urgence. Émis ce matin. À compter de 9 heures, ce terrain relève temporairement de la juridiction fédérale dans le cadre d'une enquête sur le vol de biens gouvernementaux. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Nous le pouvons, et nous l'avons fait. Il ajouta d'un ton sec. Vous serez remboursé de votre achat, 5 cents, n'est-ce pas? 5 cents. Pas un mot sur le million d'or soviétique à quelques mètres d'eux. Lorraine sentit la rage la submerger. Je veux voir une copie officielle de cet ordre, avec la signature d'un juge. Et j'appelle un avocat. Les deux hommes échangèrent un regard. Vous êtes libre de contacter un avocat, madame, mais vous devez quitter les lieux immédiatement. Sinon, nous ferons venir la police locale pour vous escorter. Ils avaient gagné. Elle le savait. Elle n'avait ni argent, ni influence, ni temps. Et si elle insistait, il fouillerait tout. Il trouverait le coffre, l'or, les preuves. Tout serait perdu. Très bien, dit-elle d'une voix qu'elle voulut calme. Je vais partir. Mais je veux juste récupérer mes outils. Non. Laissez tout en place. Vous pourrez revenir une fois l'enquête terminée. Et quand sera-ce? Nous vous contacterons, répondit l'agent. Ce qui signifiait, jamais. Lorraine descendit les marches, sentant leur regard peser dans son dos. Chaque fibre de son être hurlait de fuir, de se battre, de crier. Mais elle garda le pas mesuré, grimpa dans le vieux pick-up de tante Rosa, et quitta le motel sans se retourner. Dans le rétroviseur, elle vit les deux agents debout sur la passerelle, la suivant du regard. Dès qu'elle tourna sur la route principale, l'un d'eux sortit son téléphone. Elle roula 2 miles avant de bifurquer sur un chemin de terre isolé, dissimulant le camion derrière des Joshua Trees. Là, elle coupa le moteur. Le silence du désert l'enveloppa. Elle était seule. Et piégée. Ils avaient saisi la propriété, mais sur quelle base? Un vrai ordre fédéral ne se montrait pas sur un simple écran de téléphone. Les saisies officielles exigeaient des documents, des juges, des procédures longues et complexes. Alors, soit l'ordre était faux, soit ces hommes n'étaient pas de vrais agents. Dans les deux cas, elle était en danger. Lorraine ferma les yeux et inspira profondément. Elle devait réfléchir, agir, pas paniquer. Elle avait un avantage, elle savait ce qu'il y avait dans le coffre. Et elle avait pris des photos. Elle ouvrit son téléphone et fit défiler les clichés, les barres d'or, les numéros de série, les symboles gravés. Elle agrandit l'image, chercha à déchiffrer les lettres. Elle les entra dans une application de traduction. Banque d'État de l'URSS, 1964. L'or soviétique, daté de 1964. En pleine guerre froide. 2 ans après la crise des missiles de Cuba. L'époque des tensions maximales entre les deux blocs. Mais pourquoi cet or avait-il atterri ici, dans un motel perdu au cœur du désert californien? Elle se remémora les documents trouvés à la bibliothèque. Harold Brennan, l'ancien propriétaire, avait été soupçonné de trafic de devises et de contrebande. Les autorités avaient perquisitionné après sa mort, sans rien trouver. Et ensuite, des années plus tard, un ingénieur du nom de Carlos Martinez avait loué la chambre 7, avant de disparaître. Il avait brisé les murs à main nue, fouillé, creusé. Que cherchait-il vraiment? Il y avait un lien, un fil caché reliant tout cela, Brennan, Martinez, le coffre, l'or soviétique, et maintenant ses prétendus agents. Lorraine rouvrit le contact du pick-up, le moteur vrombit doucement. Le soleil montait au zénith, inondant le désert d'une lumière aveuglante. Elle serra le volant. Elle n'avait pas seulement découvert un trésor. Elle avait réveillé un secret enterré depuis un demi-siècle. Et désormais, ce secret la traquait. Lorraine ne prit pas la route de chez sa tante Rosa. Au lieu de cela,
elle tourna à gauche, vers le centre du bourg, et se gara devant la bibliothèque municipale. L'air du matin vibrait de chaleur, et la poussière du désert se soulevait en volute autour de ses pas lorsqu'elle poussa la porte vitrée. Madame Chen, la bibliothécaire, leva la tête, surprise de la voir surgir ainsi à 10h30. Déjà de retour, Lorraine? J'ai besoin de faire des recherches, répondit-elle, haletante. Sur la guerre froide. L'or soviétique. Les opérations de la CIA dans les années 60. Vous avez quelque chose là-dessus? Le sourire de Madame Chen s'effaça aussitôt. Elle scruta Lorraine, comme pour deviner ce qu'elle taisait. Qu'est-ce que tu as trouvé, au juste, dans ce vieux motel? Lorraine hésita, puis secoua la tête. Je ne peux pas en parler. Pas encore. Mais je dois comprendre le contexte. Un long silence pesa entre elles. Enfin, Madame Chen acquiesça lentement. Suis-moi. Elle la conduisit dans une petite salle à l'arrière, où des étagères ployaient sous le poids d'ouvrages oubliés et de manuels poussiéreux. Tu trouveras ici quelques livres d'histoire, dit-elle, et un accès à Internet lent, mais fonctionnel. Puis elle posa doucement une main sur le bras de Lorraine. Si tu es tombé sur quelque chose de dangereux, quelque chose que des gens puissants voudront récupérer, fais attention. Copper Valley est une petite ville. Nous ne pouvons pas te protéger contre des autorités fédérales, ni contre ceux qui se croient au-dessus des lois. Lorraine baissa la tête, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je sais. Mais je dois savoir ce que c'est, avant de décider quoi faire. Quand Madame Chen la laissa seule, la pièce sembla soudain immense, traversée par le bourdonnement des néons et l'écho feutré des ventilateurs. Lorraine se plongea dans les livres, navigua entre pages jaunies et sites gouvernementaux archivés, recoupant chaque mot, chaque rumeur. Pendant 3 heures, elle dévora tout ce qu'elle trouva sur les programmes secrets de la guerre froide, opérations de déstabilisation, manipulation monétaire, détournement d'or. Ce qu'elle découvrit la glaça. Au début des années 60, la CIA avait mené plusieurs projets clandestins visant à fragiliser les économies soviétiques et leurs alliés. Certaines missions portaient des noms anodins ou presque poétiques, GoldenEye, Mineral Rights, Desert Vault. Des opérations mêlant or, espionnage et chaos économique. Le schéma était toujours le même, acquérir de l'or légalement ou non, en déplacer les réserves, manipuler les cours, et semer la confusion sur les marchés internationaux. Les traces de ces opérations s'arrêtaient brutalement vers 1971, lorsque plusieurs enquêtes internes mirent fin à leur financement. La plupart des documents avaient été détruits. Officiellement. Mais dans certaines notes déclassifiées, Lorraine repéra une mention sibylline, actif situé le long de la Highway 62. Le reste du rapport, daté de 1967, était caviardé de noir. Pourtant, la localisation correspondait parfaitement. Le Desert Rose Motel. Le cœur de Lorraine battit plus fort. Harold Brennan, le prétendu propriétaire du motel, n'avait jamais été un simple entrepreneur. C'était un logisticien travaillant pour le gouvernement américain, un maillon d'un réseau clandestin destiné à cacher et transférer l'or de la CIA. Lorsqu'il mourut subitement en 1971, les opérations furent interrompues, mais le dernier lot d'or, celui enfermé dans le coffre de la chambre 7, resta là, oublié sous des couches de poussière et de silence pendant plus d'un demi-siècle. Jusqu'à elle. Lorraine imprima tout ce qu'elle pouvait, épuisant le crédit de sa carte de bibliothèque, et fourra les feuilles dans son sac. De retour au comptoir, Madame Chen rangeait des piles de livres. « As-tu trouvé ce que tu cherchais » demanda-t-elle. « Je crois, oui. » Elle hésita, puis ajouta d'une voix basse. « Si jamais il m'arrive quelque chose, si je disparais ou qu'on m'arrête, promettez-moi de veiller sur mon fils, Ellie. Il est chez ma tante Rosa. C'est un bon garçon. Il ne mérite pas d'être mêlé à tout ça. » Le visage de la bibliothécaire se durcit. « Rien ne t'arrivera, Lorraine, répondit-elle fermement. Mais bien sûr, je veillerai sur lui. Nous le ferons tous. » Lorraine tenta un sourire, fragile, avant de quitter le bâtiment. Elle resta un long moment assise dans son pick-up, les mains sur le volant, le regard perdu dans la chaleur tremblante du bitume. Les hommes au motel, qu'ils soient de vrais agents fédéraux ou de faux, finiraient par trouver le coffre. Ils prendraient l'or. À moins qu'elle n'agisse avant eux. Mais comment? Elle ne pouvait pas simplement retourner là-bas. Ils l'arrêteraient. Ou pire. Elle avait besoin d'aide. De quelqu'un qui connaissait le terrain, quelqu'un en qui elle pouvait
Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Allô? Une voix féminine, posée, légèrement accentuée, répondit. Mademoiselle Martinez. Je m'appelle Elena Brennan. Je crois que vous êtes actuellement en possession d'un bien ayant appartenu à mon grand-père, Harold Brennan. Lorraine se figea. Qui êtes-vous? Comment avez-vous eu mon numéro? Je surveille la situation au Desert Rose Motel depuis un certain temps. Je sais que vous avez trouvé le coffre dans la chambre 7. Je sais que des hommes, se faisant passer pour des agents fédéraux, occupent maintenant les lieux. Et je sais que vous cherchez à comprendre. Vous êtes bien la petite fille de Harold Brennan? Oui. Ma mère était sa fille, issue de son premier mariage. Elle est morte en 1998. J'ai hérité de ces documents, y compris certains relatifs aux activités de mon grand-père pendant la guerre froide. Quel genre d'activités? J'aimerais vous en parler en personne. Je suis à l'hôtel Best Western de Ridgecrest. Pouvez-vous me rejoindre à 14 heures? Lorraine consulta sa montre, 12h45. Ridgecrest se trouvait à 30 miles au nord. 1 heure de route. Et comment savoir que vous dites la vérité? Vous ne pouvez pas, répondit Elena d'un ton calme. Mais je peux répondre à vos questions. Et peut-être vous aider à garder ce que vous avez trouvé, si c'est votre souhait. Elle marqua une pause. Ces hommes au motel ne sont pas des agents du gouvernement. Ce sont des contractants privés, employés par une société appelée Meridian Holdings. Cela fait des décennies qu'ils traquent l'or perdu de la CIA, et ils ne reculeront devant rien pour le récupérer. Puis la ligne coupa net. Lorraine resta immobile, les doigts crispés sur le téléphone. C'était peut-être un piège. Elena Brennan pouvait très bien travailler pour eux. Peut-être voulait-elle juste l'éloigner de Copper Valley pour la faire disparaître sans témoin. Mais elle avait raison sur un point, Lorraine avait besoin de réponses. Et d'alliés. Elle envoya un rapide message à sa tante Rosa. J'ai une course à faire. Je reviens pour le dîner. Dit à Ellie de rester à la maison après l'école. Puis elle démarra le moteur et prit la route du nord. La lumière du désert glissait sur le pare-brise, les montagnes au loin semblaient flotter dans la chaleur. Chaque kilomètre la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas sûre de vouloir connaître. Le Best Western de Ridgecrest était un hôtel ordinaire, aligné le long de la Highway 395. Lorraine se gara près du hall, prit une grande inspiration, et envoya un message au numéro inconnu. Je suis là. La réponse arriva aussitôt, chambre 217. Elle monta l'escalier métallique et frappa. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Devant elle se tenait Elena Brennan, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, aux cheveux sombres striés d'argent, attachés en un chignon parfait. Ses yeux gris brillaient derrière des lunettes fines, empreints d'une intelligence calme. Mademoiselle Martinez, merci d'être venue, dit-elle d'une voix mesurée. Entrez, je vous en prie. Lorraine hésita avant d'avancer. Elle resta debout, face à la porte entr'ouverte. Vous disiez avoir des informations sur votre grand-père. Elena s'approcha du bureau, où un ordinateur portable et plusieurs chemises en carton étaient disposées avec soin. Mon grand-père, Harold James Brennan, fut recruté par la CIA en 1958. Officiellement, il devait ouvrir une chaîne de motels en Californie. En réalité, il gérait la logistique d'une opération secrète nommée Desert Vault, destinée à manipuler les marchés de l'or pendant la guerre froide. Elle sortit une photographie noir et blanc, un homme plus jeune que sur les portraits connus de Harold, posant aux côtés de 3 militaires. Le Desert Rose Motel a été construit comme un point de transit. L'or arrivait de diverses sources, certaines officielles, d'autres, beaucoup moins. Il était entreposé ici avant d'être déplacé vers sa destination finale. Et celui de la chambre 7, demanda Lorraine. Le dernier envoi. 24 kilos d'or soviétique, obtenu grâce à un transfuge est-allemand. Il devait être transféré au Mexique pour financer des opérations anticommunistes. Mais l'agent traitant de mon grand-père est mort dans un accident de voiture. L'opération a été suspendue, et Harold, craignant d'être désigné coupable, a caché l'or en attendant des ordres qui ne sont jamais venus. Elena étala d'autres documents, lettres, tampons officiels, annotations manuscrites. En 1970, le programme fut officiellement dissous. On ordonna à mon grand-père de détruire toutes les preuves. Mais il garda l'or. Comme une assurance, un levier au cas où la CIA tenterait de l'éliminer. Il mourut d'une crise cardiaque avant d'avoir pu s'en servir.
Lorraine sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Et le gouvernement n'a jamais retrouvé l'or? Non. Ils ont fouillé le motel après sa mort, sans rien découvrir. Le dossier fut classé. Jusqu'à ce que vous ouvriez ce coffre. Elle soutint le regard de Lorraine. Cela fait 3 ans que je surveille cette affaire. Depuis que j'ai découvert l'existence d'Opération Desert Vault, j'ai contacté d'anciens agents, des amis de mon grand-père. Ils m'ont prévenu quand la propriété a été mise aux enchères. Ils ont observé qui l'achetait. Lorraine se souvint des traces de pneus près du portail, de cette impression constante d'être épié. Ces empreintes, c'était vous? Mes associés, admit Elena. Et nous ne sommes pas les seuls. Elle s'approcha, le visage grave. Meridian Holdings a déjà racheté plusieurs propriétés suspectées d'abriter d'anciens dépôts d'or de la CIA. Il dispose de moyens illimités, de contacts dans la justice, dans les médias, et il n'hésite pas à effacer les obstacles. Lorraine sentit son estomac se nouer. L'air dans la chambre semblait soudain plus lourd, saturé de secrets trop anciens pour avoir encore une odeur d'innocence. Elle comprit alors que ce qu'elle avait trouvé dans le mur du Desert Rose Motel n'était pas un simple trésor. C'était un héritage empoisonné et une vérité enfouie depuis 50 ans, prête à tout détruire pour rester cachée. Quand la nouvelle de la vente du Desert Rose Motel s'est répandue, tout s'est accéléré. Les regards affûtés des opportunistes, les pas précipités des curieux, la rumeur comme une traînée de poudre dans une petite ville, Lorraine sentit sa colère bouillonner comme un feu qu'on ne peut plus contenir. Alors voilà, pensa-t-elle, tout ce temps je n'ai été que le pion attendu, la pauvre folle prête à déterrer un trésor pour des gens qui n'ont jamais mis la main à la pelle. Elle serra les poings. Elle avait payé 500 $ pour cette propriété, pas pour l'or, non, mais pour la poussière, pour le rêve maladroit de redonner une maison à son fils, d'offrir un futur qui ne soit pas juste des factures et des nuits trop courtes. Elle avait nettoyé, examiné, planifié, imaginé. Et maintenant on venait lui dire qu'elle n'était qu'un rouage d'un jeu vieux de décennies. Elena leva les mains comme pour calmer une tempête. Sa voix était mesurée, presque professionnelle. Mademoiselle Martinez, je comprends votre colère. Mais écoutez-moi. Cet or vaut aujourd'hui environ 850 000 $ sur le marché. Si vous essayez de le garder, de le revendiquer comme bien abandonné, ou de le vendre, vous vous exposez à des années de procédure. Meridian Holdings a des avocats spécialisés dans ce genre d'affaires. Ils vous engloutiront jusqu'à la faillite. Lorraine la regarda, incrédule. Et que proposez-vous, exactement, demanda-t-elle. De travailler ensemble. Elena posa sur la table des mots qui semblaient calculés. J'ai des preuves, documents prouvant que mon grand-père a travaillé avec la CIA. Des contacts prêts à vérifier l'origine des lingots. Des ressources, de l'argent, des avocats, de l'expertise. Si nous joignons nos forces, nous négocions un règlement et partageons. Vous repartez avec 400 000 $, je touche 400 000, et chacun reprend sa vie. 400 000 $. Le chiffre flotta dans l'air comme une promesse tangible, rembourser les dettes, partir de Copper Valley, payer les études d'Ellie, lui offrir un avenir qui ressemblait enfin à quelque chose de solide. C'était tentant, plus que tentant, c'était une bascule qui pouvait renverser leur monde. Mais sous l'offre raisonnable, un malaise sourd rongeait Lorraine. Pourquoi avait-elle besoin d'elle, d'une propriétaire locale qui venait de payer une misère pour cette ruine? Pourquoi la complicité de Lorraine serait-elle si précieuse? Si vous avez tous ces documents et tous ces contacts, pourquoi ne pas prendre l'or vous-même, demanda Lorraine lentement, cherchant la faille. Le visage d'Elena s'assombrit un instant, une micro-expression à incertitude? Culpabilité? Passa trop vite pour être honnête. L'or a été trouvé sur votre propriété. Sans votre coopération, ma réclamation est plus faible, Meridian exploitera cette faiblesse. Sa voix était lisse, mais le fond vibrait d'un calcul froid. Lorraine sentit son instinct se durcir, elle avait côtoyé des clients difficiles, des fournisseurs peu scrupuleux, et elle avait appris à sentir quand on lui mentait à demi. Donnez-moi du temps pour y réfléchir, dit-elle finalement. Nous n'avons pas de temps, répondit Elena avec urgence. Les hommes au motel fouilleront la propriété quand ils verront le coffre vide. Une vague de panique faillit l'étouffer. Et qu'est-ce qui vous fait croire que le coffre est vide? Elena marqua une pause, comme si elle évaluait l'effet de ses mots. Vous ne l'avez pas pris, n'est-ce pas? Lorraine ne répondit pas. Elle connaissait la vérité, l'or était encore là, dans le coffre, pesant et silencieux sous la poussière du Desert Rose.
Mais il n'était pas nécessaire qu'Elena le sache. Elle se contenta d'un souffle, réfléchir. Elena inclina la tête, souriant d'un sourire professionnel, froid. Réfléchissez vite. Cet or est dangereux. Des gens en sont morts. Mon grand-père Carlos Martinez, l'ingénieur devenu fou dans la chambre 7, il a découvert des choses. Il enquêtait pour d'autres raisons, mais s'est retrouvé avec des réponses que des gens très puissants voulaient enterrer. Ceux qui s'approchent trop près disparaissent. Les mots d'Elena plantèrent une graine de terreur dans l'estomac de Lorraine. Les histoires de disparition, de silence commandé par la peur, n'étaient pas de simples légendes locales, elles avaient un goût métallique, familier. Mais Lorraine garda la voix ferme. Je vais y réfléchir. Donnez-moi jusqu'à demain matin pour une réponse. Après cela, je ne peux garantir votre sécurité. Elena se leva. Sa menace était claire, le temps était compté. Lorraine quitta la chambre d'hôtel le cœur serré. Elle traversa le parking, le soleil déclenchant des éclats d'aridité sur le pare-brise de sa voiture, et se sentait comme si elle était suivie par des questions qui n'avaient pas de réponse. Elena était-elle vraiment la petite-fille d'Harold Brennan? Était-ce une imposture, une construction habile de documents falsifiés? Et Meridian Holdings, qui était-il vraiment? Des rapaces en costume ou quelque chose de plus inhumain? Elle démarra, le moteur gronda, et le paysage du désert défilait, tandis que son téléphone vibra, un message d'Aunt Rosa. Ellie n'est pas rentré, il a dit qu'il irait à la bibliothèque. Tu lui as parlé? Son cœur loupa un battement. Elle appela sans hésiter. 4 sonneries, puis la messagerie. Ellie, bébé, rappelle-moi dès que tu reçois ce message. Dis-moi que tu vas bien. Rien. Elle appela Aunt Rosa, sa voix trahissant l'inquiétude. Quand est-ce qu'il est parti de l'école? À l'heure habituelle. 3h30. Pourquoi? Les minutes s'égrenaient, le trafic ralentissait sa progression vers Copper Valley. Elle se répéta mentalement, 15 minutes. 10-5. Et puis le téléphone sonna, un numéro inconnu. Lorraine décrocha, la voix stridente d'un espoir qui se transforme en cauchemar. Non. Un homme. La voix était plate, aseptisée, artificielle comme si un appareil la comprimait, la déformait. Nous avons votre fils. Il est sain et sauf pour l'instant. Écoutez-moi bien, la chambre 7 contient ce qui ne vous appartient pas, rendez-leur à son emplacement d'origine d'ici minuit. Les 24 lingots. Si vous coopérez, votre fils sera libéré. Si vous appelez la police, il meurt. Si vous essayez de fuir, il meurt. Si vous dites quoi que ce soit, il meurt. Compris? Lorraine sentit le monde se dérober sous ses pieds. La voix répétait des menaces si nettes qu'elles semblaient taillées dans l'acier. Oui, je comprends, parvint-elle à articuler, la gorge serrée. Il est juste un enfant. Il ne sait rien. La ligne tomba. Lorraine gara la voiture sur le bas-côté, main tremblante, le souffle court. Ils avaient Ellie. Quelqu'un tenait son fils en otage. Qui? Les faux agents fédéraux? Meridian Holdings? Elena Brennan? Ou une autre main, invisible, orchestrant la peur? Son esprit balaya les possibilités avec la précision d'une lame, le coffre était encore au Desert Rose, gardé peut-être par des hommes en costume. Mais peut-être que ces hommes n'avaient pas pris Ellie. Peut-être que tout cela était un jeu à 3 bandes. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre numéro, une photo en pièce jointe. Elle ouvrit la photo avec des doigts qui tremblaient. Ellie, assis au fond d'une fourgonnette, du ruban adhésif collé sur la bouche, les yeux grands comme des pièces d'un puzzle brisé. Il tenait un journal du jour même pour prouver la fraîcheur de la capture, et épinglé sur sa poitrine, une note au marqueur noir, ce qui se passe maintenant renversera cette nuit, révélera une vérité que personne n'attend, et nous rappellera pourquoi certains trésors valent bien plus que l'or. Restez à l'écoute. Les mots, absurdes et grotesques, semblaient appartenir à la description d'une vidéo YouTube, comme une moquerie conçue par quelqu'un qui ne comprenait pas la douleur. Puis Lorraine remarqua l'arrière-plan, à travers la petite fenêtre de la fourgonnette, la silhouette rouillée du cadre d'une piscine vidée et une bâtisse turquoise familière. Le Desert Rose. Son fils était retenu dans le lieu où tout avait commencé, non loin de la chambre 7. La terreur fit place à une rage froide et concentrée. Elle remit le moteur en marche et fonça vers le motel, le paysage désertique se comprimant autour de sa détermination.
Elle gara la vieille camionnette d'Aunt Rosa à une distance prudente, cachée derrière un rocher où le désert embrassait l'asphalte. Le soleil descendait, peignant le ciel d'un orange sauvage et d'un pourpre menaçant. Elle avait quelques heures avant la nuit complète, quelques heures avant le délai imposé. Mais elle ne comptait pas attendre le minuit fatidique, chaque minute était une torture pour Ellie. Lorraine examina la photo envoyée, agrandit chaque détail, décortiqua la lumière, la poussière sur le rebord de fenêtre, la position du journal. La fenêtre montrait la piscine, ce qui signifiait qu'ils étaient au rez-de-chaussée, probablement sur le côté ouest du bâtiment en L. La lumière suggérait que la prise avait été faite en fin d'après-midi et Ellie avait été enlevée peu après la sortie de l'école. 3 heures d'angoisse. 3 heures où son fils avait ingéré la peur et l'incompréhension. Paniquer ne l'aiderait pas, hurler non plus. Elle avait besoin de sang-froid, d'un plan, d'un levier. Les ravisseurs avaient interdit d'appeler la police et ils l'avaient dit clairement et Elena l'avait mise en garde contre Méridian. Mais Lorraine avait quelque chose de puissant, la vérité, un récit qui, s'il était rendu public, pouvait brûler des carrières et émietter des protections. Elle décida d'utiliser ce levier. Elle allait enregistrer tout ce qu'elle savait de ses découvertes sur Harold Brennan, ce que l'on appelait Opération Desert Vault, les liens possibles entre Elena, Méridian et ses faux agents et placer le tout dans un refuge numérique avec instruction de diffusion si quelque chose leur arrivait. Elle prit son téléphone, ouvrit la caméra et bascula en mode vidéo. Elle prit une grande inspiration pour rassembler sa voix, son courage, sa colère. Je m'appelle Lorraine Marie Martinez. J'ai 38 ans, commença-t-elle, sa voix tremblant d'abord puis se fermant comme de l'acier. Elle parla, lentement, en laissant surgir les détails, le motel, les années d'investigation, les hommes qui rôdaient, les documents d'Elena, les rumeurs autour de Méridian, tout ce qui pouvait tisser un fil rouge assez solide pour obliger quelqu'un à écouter. Elle parla aussi d'Ellie, de son amour, de la peur qui maintenant rongeait la nuit comme un prédateur. Elle savait que ce n'était pas une garantie de sécurité, mais c'était une cible, une preuve, une menace diffuse contre des forces qui menaient leurs affaires dans l'ombre. Si elle devait perdre son fils, alors au moins la vérité éclaterait. Si elle réussissait, peut-être cela suffirait à sauver Ellie. Quand la caméra roula, elle comprit une chose essentielle, il ne s'agissait plus seulement d'un coffre ni d'un trésor enfoui. Il s'agissait d'un enfant qui méritait de rire à nouveau, de petites mains sales après une journée à la bibliothèque, d'un avenir qui ne serait pas écrit par des menaces. Et c'était cette pensée pure, simple, implacable qui galvanisait chaque fibre de son corps. Peu importaient les conspirations, les faux documents, les silhouettes en costume, elle ramènerait son fils. À tout prix. Elle ajusta la caméra, la fixa droit devant elle, le visage tendu, la voix tremblante d'émotion mais ferme. Je vis à Copper Valley, en Californie. Il y a 5 jours, j'ai acheté le Desert Rose Motel lors d'une vente aux enchères du comté pour $500. Ce que j'y ai découvert a mis la vie de mon fils en danger. Si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque chose est arrivé, à moi ou à lui. Lorraine Martinez respira profondément avant de continuer. Pendant 15 minutes, elle raconta tout, le coffre-fort caché dans la chambre 7, les lingots d'or soviétiques, la connexion de Harold Brennan avec la CIA, la disparition mystérieuse de Carlos Martinez, l'apparition des faux agents fédéraux, la proposition d'Elena Brennan, et enfin, l'enlèvement d'Ellie. Elle montra la photo qu'on lui avait envoyée, s'assurant qu'elle soit parfaitement visible à la caméra. L'or est toujours dans le coffre du Desert Rose Motel. Je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas déplacé. Je ne le veux pas. Tout ce que je veux, c'est que mon fils revienne sain et sauf. Mais si quelque chose nous arrive, je veux que le monde sache pourquoi. Je veux que tout le monde voie ce que ces gens ont fait, et jusqu'où ils sont prêts à aller pour dissimuler la vérité sur des opérations de la guerre froide qui auraient dû être révélées depuis des décennies. Elle coupa l'enregistrement, puis l'envoya immédiatement sur 3 plateformes différentes, une chaîne YouTube privée programmée pour devenir publique dans 12 heures, un compte de stockage en ligne, et un courriel adressé à Madame Chen, la bibliothécaire, avec des instructions claires, publier la vidéo si Lorraine ne donnait pas signe de vie avant 8 heures le lendemain matin. Ce n'était pas une garantie absolue, mais c'était mieux que rien. Ensuite, elle envoya un message à sa tante Rosa. Situation d'urgence. Je ne peux pas expliquer maintenant. Si tu n'as pas de nouvelles de moi avant 8 heures demain, appelle le shérif et dis-lui de vérifier le Desert Rose Motel. Ellie est en danger. La réponse arriva aussitôt. Lorraine, qu'est-ce qui se passe? Où est Ellie? Lorraine éteignit son téléphone sans répondre. Chaque seconde comptait,
et toute communication pouvait la trahir. Elle prit son sac à dos, vérifia la lampe torche, la scie sabre et les outils achetés plus tôt dans la journée. Puis, seule sous le ciel couleur de braise du crépuscule, elle se mit en marche vers le motel, longeant les dunes et les affleurements rocheux pour rester hors de vue. Le Desert Rose se dressait au loin, silhouette décharnée dans la lumière mourante. Le SUV noir des faux agents avait disparu, mais un van blanc stationnait près du bureau d'accueil, le même que sur la photo des ravisseurs. Une lumière faible filtrait à travers les rideaux tirés d'une chambre du rez-de-chaussée, à l'ouest du bâtiment. La chambre 3, ou peut-être la 4, pensa TL. En contournant le motel par l'arrière, elle s'approcha silencieusement du mur nord. La façade arrière avait moins de fenêtres, et la plupart étaient condamnées par des planches. Elle se glissa le long du mur, jusqu'à l'angle où elle pouvait observer les chambres donnant sur le couchant. Dans la chambre 3, les rideaux étaient mal joints, laissant un mince interstice de 2 cm. Lorraine s'approcha à pas de loup, se pencha, et son cœur se figea. Ellie était là. Assis sur une chaise pliante en métal, les poignets attachés par des liens de serrage en plastique. Sa bouche n'était plus bâillonnée, mais son visage exprimait une terreur absolue. En face de lui, un homme qu'elle ne connaissait pas, la cinquantaine, cheveux gris, costume impeccable, lui parlait d'une voix calme, presque bienveillante. À côté de la porte se tenait l'un des faux agents fédéraux de ce matin, grand, cheveux châtain clair, arme visible dans un holster d'épaule. Et assise sur le bord du lit, nerveuse, les mains crispées, se trouvait Elena Brennan. Ainsi donc, Elena était impliquée volontairement ou non. Lorraine recula lentement du carreau, son esprit en ébullition. 3 adultes. Un homme armé. Son fils ligoté, mais encore vivant. Et sûrement, dans la pièce, des téléphones ou des radios pour appeler du renfort. Entrer de force serait un suicide. Je dois les séparer, provoquer la panique. Elle fit demi-tour et se glissa vers le bureau principal. La porte était entr'ouverte. Ce matin déjà, elle avait remarqué que la serrure était cassée. À l'intérieur, elle savait qu'il y avait le tableau électrique principal. Si elle coupait le courant, tout plongerait dans le noir, un cas auquel pourrait exploiter. Mais alors qu'elle atteignait la poignée, un bourdonnement dans sa poche la fit sursauter. Son téléphone vibrait. Impossible, elle l'avait éteint. Elle le sortit des écrans noirs, batterie morte. Pourtant, la vibration avait été bien réelle. Ou alors, était-ce son imagination? Ses nerfs? Non. Le son persistait. Un bourdonnement sourd, familier, semblable à celui qu'elle avait entendu dans la chambre 7 derrière le mur. Sauf que cette fois, il venait de partout, ou du sol, de l'air, des fondations même du motel. Lorraine posa la main contre le mur, il vibrait, d'un rythme régulier, presque organique. Qu'est-ce que? Murmura-t-elle. Elle entra dans le bureau plongé dans la pénombre, éclairé seulement par les dernières lueurs du soir filtrant à travers les vitres brisées. Son faisceau de lampe torche balaya le tableau électrique. Les circuits étaient étiquetés, bureau, chambre 1 à 6, chambre 7 à 12, lumières extérieures. Elle hésita. Couper le courant signalerait sa présence, c'était évident. Mais peut-être était-ce justement ce qu'il fallait. Forcer les kidnappeurs à sortir, à quitter la chambre. Les éloigner d'Ellie. Elle prit une inspiration, puis abaissa le disjoncteur principal. Le Desert Rose Motel fut englouti dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, des lumières de secours s'allumèrent dans les couloirs, petites lampes de sécurité alimentées par batterie, projetant une lueur rougeâtre. Lorraine ressortit, longeant le mur jusqu'à la chambre 3. Derrière les rideaux, des faisceaux de lampes torches dansaient. Elle vit l'agent se tourner vers la porte. Le moment était venu. Elle ramassa un bloc de béton dans les débris près de la piscine à sécher. Quand la porte s'ouvrit brusquement et que l'homme armé sortit, elle lança le bloc de toutes ses forces vers l'extrémité du parking. Un bruit sec résonna dans la nuit. « Qui est là ?» cria l'homme, braquant sa lampe vers le bruit. Lorraine se faufila, accroupie, vers la chambre. L'agent s'éloignait, l'arme levée. C'est maintenant ou jamais. Elle se redressa et enfonça la porte d'un coup d'épaule. La scène à l'intérieur se figea comme une photographie, Ellie sur sa chaise, les yeux écarquillés, Elena qui se levait d'un bond, l'homme au costume, la main dans sa veste. Lorraine hurla. Ne bougez pas. Elle n'avait pas d'arme, seulement la scie sabre qu'elle brandit comme une épée. Éloignez-vous de mon fils. Lorraine, attends.
protesta Elena, levant les mains. Ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi. Ellie, ça va? Maman. Je vais bien, mais ils ont dit que... L'homme au costume sortit un pistolet chromé et le pointa sur elle. Pose cette-ci. Doucement. Lorraine serra la poignée de l'outil. Posez votre arme, ou je me mets à hurler jusqu'à ce que tout Copper Valley m'entende. Personne ne vous entendra, répondit-il d'une voix glaciale. Ici, c'est le désert. Vous savez combien de coups de feu les gens ignorent? Combien de cris finissent pris pour des coyotes? Peut-être, répliqua TL, le cœur battant à tout rompre. Mais voulez-vous vraiment parier là-dessus? J'ai enregistré une vidéo. Une confession complète. Tout sur l'or, sur l'opération Desert Vault, sur vous tous. Si je ne l'annule pas d'ici demain matin 8 heures, elle sera rendue publique. Partout. Le regard de l'homme vacilla. Elena pâlit. Elle bluffe, murmura-t-elle. Lorraine sortit son téléphone, l'écran allumé sur la page YouTube. 15 minutes 43. Programmé pour être mise en ligne à 6 heures du matin, heure du Pacifique. Et il y a des copies. Plusieurs. Des gens de confiance ont les instructions pour les publier si quelque chose arrive à moi ou à mon fils. L'homme baissa légèrement son arme. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Alors expliquez-moi, lança Lorraine. Parce que tout ce que je vois, c'est que vous avez enlevé mon fils pour voler de l'or qui ne vous appartient pas, sur une propriété que j'ai achetée légalement. Alors parlez, ou je hurle. Un long silence s'installa. Puis Elena soupira. Mon nom est bien Elena Brennan. Harold était mon grand-père. Mais je ne t'ai pas tout dit cet après-midi. Je ne travaille pas seul. Je travaille pour une société privée appelée Meridian Holdings. Tu avais vu juste. On est spécialisé dans la récupération d'actifs perdus ou volés provenant d'opérations secrètes de la guerre froide. Lorraine la regardait, incrédule. De la récupération? Ça, tu appelles ça légitime? L'enlèvement n'était pas prévu, intervint l'homme, rangeant lentement son arme. Je m'appelle David Morse. Je suis le supérieur d'Elena chez Meridian. Sa voix était posée, presque lasse. Mais dans ses yeux, Lorraine eut quelque chose d'autre, une peur contenue. Comme si, derrière le mensonge, se cachait une vérité bien plus terrible que tout ce qu'elle avait imaginé. Et tandis que le bourdonnement revenait, vibrant à travers les murs du vieux motel, Lorraine comprit que l'or, les mensonges, et même la CIA n'étaient peut-être que la surface d'un mystère bien plus vaste, quelque chose d'ancien, enfoui sous les fondations du Desert Rose, prêt à se réveiller. Lorsqu'ils apprirent que Lorraine avait trouvé le coffre et peut-être réussi à l'ouvrir, la panique s'empara d'eux. Tout venait de déraper, échappant aux paramètres qu'ils s'étaient fixés. Paramètres, répéta Lorraine d'un ton glacé. Vous parlez de mon fils comme d'un objectif de mission? Elena leva les mains, nerveuse. Nous n'avons jamais voulu lui faire de mal. Nous avions seulement besoin d'un moyen de pression, pour être sûr que vous coopéreriez. Le contenu de ce coffre vaut près d'1 million de dollars, Lorraine. Les gens ont fait pire pour moins que ça, répondit-elle sèchement. Et d'autres sont allés en prison pour moins. L'enlèvement d'un enfant, c'est un crime fédéral. Vous voulez ajouter ça à votre liste? David Morse échangea un regard tendu avec Elena avant de ranger son arme dans son étui. Très bien. Vous voulez la vérité? La voilà. Ce trésor que vous avez découvert dans la chambre 7 n'aurait jamais dû s'y trouver. L'opération Desert Vault a été fermée en 1970. Tous les actifs devaient être récupérés ou détruits. Votre grand-père, dit-il en hochant la tête vers Elena, devait transférer l'or à un contact de la CIA. Mais il est mort avant d'avoir pu terminer la transaction. L'or a disparu. Lorraine fronça les sourcils. Non. Il a été caché. Et il est resté enfermé dans ce mur plus de 50 ans, oublié de tous, jusqu'à ce que votre société, Meridian Corporation, se mette à fouiller les archives gouvernementales. Elena reprit d'une voix lasse. Nous avons trouvé des références à cette opération Desert Rose dans des documents déclassifiés. Nous m'avons interrogé sur les papiers de mon grand-père, et nous avons passé 3 ans à tenter de localiser et de récupérer cet or. Pourquoi? Demanda Lorraine. La guerre froide est finie. L'Union soviétique n'existe même plus. Parce que, répondit Elena d'un ton grave, il ne s'agit pas seulement d'or.
Il s'agit de ce qu'il représente, des preuves d'opérations secrètes ayant violé le droit international. Des preuves qui pourraient servir à poursuivre le gouvernement américain. Des preuves que certaines puissances veulent voir disparaître à jamais. Un bruit de pas dehors fit aussitôt taire tout le monde. L'agent armé, un grand homme aux cheveux sable, apparut dans l'encadrement de la porte, haletant. « Quelqu'un a coupé le courant, dit-il. Et j'ai trouvé ça sur le parking. » Il tendit une poignée de petits dispositifs électroniques et du matériel d'écoute ou des traceurs, peut-être. « Qui d'autre est ici ?» gronda Morse en regardant Lorraine. « Personne. C'est moi qui ai coupé le courant. » Alors qui a posé ce matériel? Une voix nouvelle répondit, venue de l'obscurité du couloir. Ce serait nous. Deux silhouettes se dessinèrent dans la lumière rougeâtre de secours. Elles portaient toutes deux des vestes du FBI, leurs badges luisant à leur ceinture, leurs armes braquées. Bureau fédéral d'investigation, annonça la première, une femme brune au regard autoritaire. Montrez vos mains. Maintenant. Un silence pesant s'installa avant que Morse, le visage fermé, ne lève lentement les bras. L'agent armé l'imita, suivi d'Helena. Lorraine, elle, restait immobile, serrant toujours la scie mécanique qu'elle avait utilisée pour ouvrir le mur. « Madame, déposez l'outil, » dit doucement l'agente. « Personne ne va vous faire de mal, ni à vous ni à votre fils. Nous surveillons la situation depuis 18 heures. »« Surveiller ?» répéta Lorraine d'une voix étranglée. « Vous saviez qu'ils avaient enlevé mon fils ? Et vous avez juste regardé ? Nous devions mesurer jusqu'où ils iraient, » expliqua le second agent, un jeune homme aux cheveux roux. Nous avions besoin de preuves d'intention. Mais nous étions prêts à intervenir au moindre danger réel. Vous êtes en sécurité maintenant, tous les deux. Lorraine baissa lentement la scie. Ses mains tremblaient tant qu'elle faillit la laisser tomber. L'agente s'avança, trancha les liens de plastique qui retenaient les poignets d'Ellie. L'enfant bondit vers sa mère, éclatant en sanglots. « Maman, je suis désolé. Ils m'ont attrapé à la sortie de l'école. Ils ont dit qu'ils te feraient du mal si je ne venais pas. Chut, mon cœur, c'est fini. Tu as bien fait. Tu es en sécurité maintenant. » Elle le serra contre elle, les larmes coulant librement sur son visage. Les agents du FBI, méthodiques, menottaient déjà Morse et son complice. Helena, elle, restait assise sur le lit, tête baissée, le regard perdu au non menotté, mais brisé. « Mademoiselle Martinez, » dit la femme. « Je suis l'agente spéciale Sarah Chen. Voici mon collègue, l'agent Mike Torres. Nous devons vous poser quelques questions, mais d'abord, votre fils est-il blessé ? » « Non, » répondit Ellie d'une petite voix, toujours accrochée à sa mère. « Juste peur. » « C'est compréhensible. Nous avons des secours médicaux à proximité si vous changez d'avis. » Puis elle se tourna vers Lorraine. « Nous enquêtons sur Meridian Holdings depuis 2 ans. Cette société mène des opérations de récupération illégales en Californie et au Nevada, prétendant agir pour le compte du gouvernement. En réalité, ils opéraient seuls. Lorsque nous avons appris qu'ils s'intéressaient au Desert Rose Motel, nous avons mis en place une surveillance. » Les traces de pneus sur le parking, murmura Lorraine. Exactement. Nous observions les lieux depuis 3 jours, depuis la vente aux enchères. Quand vous avez commencé à creuser dans la chambre 7, nous avons renforcé notre présence. Et quand Morse et son équipe sont intervenus cet après-midi, nous avons dû agir vite. Mais vous avez laissé mon fils se faire enlever. Nous l'ignorions jusqu'à ce que ce soit déjà fait, répondit Torres sombrement. Ils l'ont attrapé dans un angle mort de notre dispositif. Nous avons suivi leur van en 20 minutes, mais la situation était trop instable pour risquer une intervention brutale. Nous avons attendu le bon moment pour ne pas mettre Ellie davantage en danger. Lorraine aurait voulu hurler, les accuser d'avoir failli. Mais en voyant les agents menottés, Helena prostrée, et le professionnalisme froid du FBI, la colère s'éteignit, remplacée par une fatigue abyssale. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, » répondit Chen, « nous sécurisons la zone et saisissons les preuves y compris l'or que vous avez trouvé dans la chambre 7. Je suis désolé, mais il s'agit de propriété fédérale. » Je le sais. Lorraine baissa la tête. Je ne voulais pas le garder. Je voulais juste comprendre et sauver mon fils. Le visage de l'agente s'adoucit. Vous avez fait plus que cela. Permettez-moi de vous expliquer.
Le FBI dispose d'un programme de récompense pour les lanceurs d'alerte. Lorsqu'un citoyen aide à révéler une fraude ou une opération illégale du gouvernement, il peut recevoir une compensation, parfois importante. Je ne comprends pas. Vous avez découvert les traces d'une opération de la CIA jamais clôturée ni contrôlée. Vous avez documenté, photographié, préservé. Et surtout, vous avez fait ce qu'il fallait, vous n'avez ni vendu ni dissimulé le butin. Cela a du poids. Combien, demanda Ellie timidement, la tête enfouie contre sa mère. Agent Chen esquissa un sourire. Je ne peux rien promettre de précis, mais entre la récupération de 850 000 $ en actifs, la mise au jour des activités illégales de Meridian Holdings, et la valeur historique de votre trouvaille, disons que la récompense pourrait être substantielle. Peut-être à 6 chiffres. Votre mère aura besoin d'un bon avocat et d'un comptable. Lorraine sentit le sol vaciller sous ses pieds. 100 000 $ ou plus. Après tout ce qu'ils avaient enduré, l'idée lui paraissait irréelle. C'est à condition, précisa Torres, que vous coopériez pleinement, dépositions détaillées, témoignages, et bien sûr, nous montrer où se trouve exactement l'or. Il est toujours dans le coffre, dit Lorraine. Dans la chambre 7. Je l'ai ouvert ce matin, mais je n'ai pas eu le temps de déplacer quoi que ce soit avant que vos faux agents n'arrivent. Morse, toujours menotté près de la porte, éclata d'un rire amer. Vous nous avez tous eus. On croyait que vous l'aviez déjà emporté. Ça nous a rendus assez fous pour enlever le gamin. Malin. Je ne jouais à rien, répliqua Lorraine. Je voulais juste survivre. Comme je le fais depuis 6 mois. Comme je l'ai toujours fait. Allons voir ce coffre, dit Chen en désignant la sortie. Ils traversèrent le motel, Lorraine, Ellie, les 2 agents du FBI et Elena Brennan, autorisés à les accompagner sous surveillance. Morse et son complice restèrent menottés dans une autre chambre, sous la garde de Torres. Le courant était toujours coupé. Ils montèrent à l'étage à la lueur de leurs lampes torchées. La porte de la chambre 7 béait, telle que Lorraine l'avait laissée le matin même un autre siècle, semblait-il. À l'intérieur, les inscriptions couvertes de poussière sur les murs paraissaient plus folles encore sous les faisceaux lumineux. Chen s'arrêta pour en lire quelques-unes, le visage grave. Carlos Martinez, murmura-t-elle. Je connais ce nom. Disparu en 1987. L'un des nombreux impliqués dans des programmes de la guerre froide. Disparu sans laisser de traces. Il est mort, demanda Elena. On ne sait pas. L'affaire n'a jamais été élucidée. L'agente s'approcha du trou dans le mur où le coffre était encastré, toujours scellé dans le béton. Elle en prit plusieurs photos, essaya la poignée, la porte s'ouvrit sans résistance, la serrure brisée. Sous la lumière blanche, l'or brillait à 24 lingots alignés avec une régularité presque cérémonielle. Chen en sortit un, le soupesant. Des caractères cyrilliques y étaient gravés. Banque d'État de l'URSS, 1964, l'UL à voix basse. C'est authentique. De l'or soviétique, réellement issu de la guerre froide. Elle leva les yeux vers Lorraine, impressionnée. Savez-vous seulement à quel point cette découverte est capitale? Des générations d'historiens cherchaient à prouver l'existence de ces programmes secrets. Et vous les avez exhumés, presque par hasard. Lorraine sentit un rire nerveux lui monter à la gorge. Je voulais juste rénover un vieux motel, murmura-t-elle. Et soudain, tout le poids de ces jours, de ces mois, lui tomba sur les épaules, la peur, la poussière, la vérité. Un simple rêve de recommencement s'était transformé en l'un des plus grands secrets enfouis de l'histoire américaine. Lorraine avait payé 500 $. 500 $ pour un rêve minuscule, retaper un vieux motel poussiéreux, le revendre 30 ou 40 000, et offrir à son fils un nouveau départ. C'était tout. Mais parfois, comme le lui rappela l'agent Chen, l'univers a de plus grands projets pour nous que ceux que nous imaginons. Pendant 3 longues heures, les agents fédéraux s'affairèrent à transformer ce qui avait été un mystère poussiéreux en scène historique. Le FBI fit venir des renforts, experts en crime, techniciens de laboratoire, spécialistes de la préservation historique. On photographia, on pesa, on répertoria chaque lingot d'or retiré du coffre. Le coffre lui-même, marqué de décennies de silence, fut classé artefact historique. Assise dans le petit bureau du motel, éclairée par les lampes portatives des enquêteurs, Lorraine raconta tout, l'enchère, les avertissements des habitants, la découverte du mur dissimulant le coffre, le serrurier terrifié, la rencontre avec Elena, l'enlèvement de son fils Ellie. Puis Ellie, à son tour,
raconta son propre cauchemar. Les hommes de Meridian Holdings, le trajet vers le motel, la chambre 3 où on l'avait retenu pour forcer sa mère à coopérer. Près de minuit, l'agent Chen leur donna enfin la permission de rentrer chez eux. Nous aurons besoin de vous demain à Bakersfield pour compléter les dépositions, expliqua-t-elle doucement. Mais pour ce soir, reposez-vous. Vous avez assez souffert. Lorraine hocha la tête, épuisée. Et le motel, demanda-t-elle. Est-ce encore ma propriété? Oui, répondit Chen. Le bâtiment et le terrain vous appartiennent. Seul l'or était propriété fédérale. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, même si, je crois, il va bientôt devenir célèbre. Elle ne se trompait pas. Quand Lorraine et Ellie franchirent la porte de la maison de tante Rosa, celle-ci les prit dans ses bras en pleurant, obligea Ellie à manger 2 assiettes de reste malgré ses protestations, et alluma la télévision. Déjà, les chaînes diffusaient les gros titres. Le FBI découvre un trésor de la guerre froide dans un motel californien. Une mère célibataire transforme un achat de $500 en découverte historique. Desert Rose Motel, le secret de la CIA révélé après 50 ans. Les articles se multipliaient, les journalistes s'excitaient. Au matin, le téléphone de Lorraine, qu'elle ralluma enfin, vibrait sans relâche. Producteurs, éditeurs, réalisateurs, agents, tous voulaient son histoire. Elle refusa la plupart des appels, mais en passa un à Madame Chen, la bibliothécaire. Je voulais simplement vous remercier, dit Lorraine. Pour votre aide, et pour avoir gardé cette vidéo prête à être publiée si jamais. Vous n'avez pas à me remercier, répondit Madame Chen avec une chaleur sincère. Vous avez choisi la vérité quand il aurait été plus facile de la cacher. C'est rare, et c'est courageux. Les semaines suivantes, l'affaire fit la une du pays. Meridian Holdings fut dissoute, ses dirigeants inculpés. David Morse plaida coupable pour enlèvement et opérations illégales de récupération d'or. Elena Brennan, coopérant pleinement, obtint l'immunité en échange de ses témoignages sur les activités secrètes de son grand-père pour la CIA. Les lingots furent transférés à Fort Knox, tandis que des historiens confirmaient leur origine, de l'or soviétique, acquis en 1964 à travers des opérations clandestines. Les universités s'emparèrent du sujet, les musées ouvrirent des expositions, les sites de conspiration s'enflammèrent. Et Lorraine, sans l'avoir cherché, reçut un chèque du programme fédéral de récompense pour lanceurs d'alerte, $375 000 après impôt. Elle éclata en sanglots en ouvrant l'enveloppe non pas parce qu'elle venait d'obtenir une petite fortune, mais parce que cette somme représentait quelque chose de bien plus grand, la preuve que la vérité, la droiture, et l'amour d'une mère pouvaient encore triompher dans un monde cynique. Avec cette somme, elle régla toutes ses dettes, acheta une voiture fiable, ouvrit un compte pour les études d'Ellie. Puis, contre toute attente, elle prit une décision que personne ne comprit d'abord, elle garda le Desert Rose Motel. Pas pour le vendre. Pas pour le transformer en attrape touriste. Elle voulait en faire un lieu de mémoire. Elle baptisa le projet, la 7e chambre, un musée et mémorial dédié aux secrets cachés de la guerre froide. La chambre 7, celle où tout avait commencé, fut conservée telle quelle, les inscriptions frénétiques de Carlos Martinez sur les murs, le trou dans le béton, le coffre ouvert et vide. Les autres pièces devinrent des salles d'exposition, documents déclassifiés, photographies, objets d'époque, reconstitution des opérations secrètes comme Desert Vault et du travail clandestin d'Harold Brennan. Une paroi entière fut consacrée à ceux qui avaient payé le prix de la vérité, Carlos Martinez et d'autres oubliés, disparus dans le silence des dossiers classés. Lorraine engagea des artisans du coin pour la rénovation. Elle conserva le charme vintage des années 1960 tout en rendant le lieu sûr et accueillant. La piscine retrouva son éclat, le vieux panneau au néon fut restauré turquoise et rose flamboyant sous le ciel du désert. Ellie, à présent adolescent, géra les comptes de réseaux sociaux, photos d'archives, vidéos éducatives, récits de la découverte. Bientôt, des passionnés d'histoire du monde entier suivirent, la 7e chambre. Le motel rouvrit avec 12 chambres, 6 pour les visiteurs, 6 pour les expositions. La chambre 7, sacrée, ne s'ouvrait qu'aux visites guidées, dans un respect quasi religieux. L'inauguration fut fixée au 23 septembre, exactement 9 mois après son achat. La veille, incapable de dormir, Lorraine se rendit seule au motel. 3 heures du matin. Le désert respirait le silence. Au-dessus d'elle, les étoiles scintillaient comme un océan d'argent. Elle gravit les marches jusqu'à l'étage, contempla le domaine qu'elle avait sauvé. La piscine émettait une lueur turquoise, les chambres étaient prêtes,
la route luisait d'asphalte neuf. Elle entra dans la chambre 7. L'air y semblait plus dense, presque sacré. Les murs portaient encore les mots désespérés de Carlos, protégés derrière des plaques de plexiglas. Le coffre béait, témoin muet de tout ce qu'il avait contenu et de tout ce qu'il avait détruit. Une plaque expliquait désormais l'histoire, l'or soviétique, la CIA, Brennan, Martinez, la découverte de Lorraine. Elle lut à voix basse une des phrases gravées sur le mur. Room 7 knows what we did. Puis elle murmura en corrigeant. Chambre 7 sait ce que vous avez fait. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. Elle pensa à tous ceux qui avaient porté ce secret, Harold Brennan, mort avec sa culpabilité, Carlos, consumé par la folie, les agents qui avaient choisi le silence, Elena et Morse, prisonniers de leurs mensonges. Et elle pensa à elle-même, une mère fauchée, achetant un motel maudit, découvrant un héritage empoisonné, et choisissant malgré tout la vérité. Elle aurait pu garder l'or, fuir, mentir. Elle aurait pu finir en prison ou pire. Mais à la place, elle se tenait là, dans un musée qu'elle avait bâti, libre, apaisée, et fière. Lorraine ferma la chambre et sortit sur la passerelle. À l'est, le ciel s'éclaircissait. Ce moment suspendu entre la nuit et l'aube, où le monde semble retenir son souffle. Elle monta sur le toit du bâtiment principal, une thermos de café à la main. Là-haut, elle s'assit près du panneau néon restauré et attendit le jour. Lorsque le soleil apparut, le spectacle fut sublime, une mer d'or, de rose et d'orange envahit le ciel, embrasant les montagnes lointaines, les Joshua Trees, la route filant à l'infini. Lorraine but une gorgée de café, le cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne survivait plus. Elle vivait. Elle n'était plus cette femme accablée par les dettes et la peur, mais la gardienne d'une histoire qui lui survivrait. Le Desert Rose Motel, autrefois repère de secrets, devenait un sanctuaire de vérité. Un lieu de mémoire, de leçons, de paix. Elle leva sa tasse vers le soleil levant. À la chambre 7, murmura-t-elle. Et à tous ceux qui avaient besoin que sa vérité voie enfin le jour. Derrière elle, le néon s'alluma doucement, programmé pour saluer chaque aube, Desert Rose Motel, brillant d'un turquoise éclatant sous la lumière dorée. En contrebas, une voiture se gara, une famille venue d'Arizona, passionnée d'histoire, impatiente de découvrir la fameuse chambre 7. Lorraine descendit l'échelle, rangea sa thermos, et alla les accueillir, un sourire sincère aux lèvres. La 7e chambre était ouverte. Et Lorraine Martinez, mère célibataire, restauratrice de vérité, historienne malgré elle, s'apprêtait à raconter au monde qu'il existe des trésors plus précieux que l'or, ceux qui prouvent que la vérité, si profondément enfouie soit-elle, finit toujours par remonter à la lumière. Il suffit d'une seule personne assez courageuse pour commencer à creuser.